Bonjour à tous. Alors, écoutez, je suis très content de vous voir aussi nombreux dans la salle Raymond Aron. Aujourd'hui, l'association Dauphine Discussion Débat a le plaisir de recevoir Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Et dès à présent, je tenais à vous remercier au nom des membres de l'association pour votre présence à Dauphine aujourd'hui, 6 mai 2008. Permettez-moi juste, en réponse à votre parole introductive, de vous remercier, de dire que je suis très heureux d'être là, dans cette salle symbolique qui s'appelle Raymond Aron, qui fut jadis une salle de l'OTAN, et je forme un vœu, c'est qu'elle ne soit jamais que dévolue à Raymond Aron, à l'enseignement et à cette belle université, et qu'elle ne retrouve jamais son label d'antan, tant je suis convaincu que la France a une vocation d'indépendance qu'elle doit défendre. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, une courte présentation par Marouane. À toi, Marouane. Merci. Monsieur le Premier ministre, Dominique Marie-François René Galouzeau de Villepin. Derrière cet interminable nom à particules se cache un personnage éclectique, assoiffé de découvertes et qualifié à juste titre du plus intellectuel des ministres de son gouvernement, le plus poète aussi. Votre actualité littéraire le prouve bien d'ailleurs. Dans votre dernier livre, Hôtel de l'insomnie, vous conjuguez vos deux passions, la poésie et la politique, au mode du départ, du voyage et de l'ailleurs, thèmes récurrents qui ont forgé votre devise, se désinstaller. Avide d'horizons nouveaux, comme le révèle l'étymologie de votre nom Galouzeau signifiant oiseau, vous êtes né le 14 décembre 1953 à Rabat, où vous avez vécu les 5 premières années de votre vie, avant de partir aux États-Unis et en Amérique latine. C'est là-bas, dit-on, que vous auriez développé votre future image de séducteur. C'est également là-bas où, très jeune 68 ans... Pour être très franc, c'est plutôt au Maroc. C'est également là-bas où, très jeune 68 ans, vous goûtez une première fois à l'élixir de la politique en étant le seul gréviste de votre lycée de Caracas. 68, année mondiale de révolte et de révolution, dont certains dénigrent aujourd'hui l'héritage, avait pour vous, dans ce continent lointain, le parfum de cette métropole que vous rêviez passionnément. Après une année d'études littéraires à distance, vous revenez en France pour un parcours tout tracé, aux côtés de camarades de promo qui investiront à leur tour l'actuel paysage politique, Sciences Po d'abord aux côtés d'Ingrid Betancourt, puis l'ENA dans la promotion Voltaire, celle de Renaud Dandu de Vabre, de François Hollande et de Ségolène Royal, d'où vous sortez 25e, vos adversaires politiques d'aujourd'hui se classant respectivement 11e et 95e. Après votre service militaire à bord du Clémenceau, vous entamez une carrière diplomatique à l'ambassade de France aux États-Unis et en Inde. À 27 ans, votre chemin croise celui de Jacques Chirac, à qui vous vouez alors fidélité. Celui-ci vous fait tellement confiance qu'il acceptera en 97, alors que le gouvernement Juppé est en crise, votre proposition de dissoudre l'Assemblée nationale. Une proposition abracadabrantesque qui vous vaudra de la part de Bernadette Chirac le surnom de Néron. Cet incident n'ébranlera cependant pas la relation qui vous lie au chef de l'État, qui non seulement refusera votre démission du poste de secrétaire général de l'Élysée, mais vous nommera successivement ministre des Affaires étrangères en 2002, ministre de l'Intérieur en 2004 et Premier ministre de 2005 à 2007, à la fin de son second mandat. C'est dans ce contexte qu'en bon héritier de Bonaparte, qui par souci d'ouverture vers d'autres obédiences n'hésita pas à s'entourer de Talleyrand et Fouché qui conspiraient contre lui, vous aidez le retour en grâce de Nicolas Sarkozy après sa longue traversée du désert et sa nomination en tant que secrétaire général du RPR. En 2003, vous êtes l'incarnation de l'opposition d'un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le vôtre, l'Europe, à la guerre en Irak voulue par les États-Unis. Vous prononcez alors devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce discours historique qui vous vaut une fervente acclamation, fait rare en cette enceinte. Un discours qui reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité face à l'épineux dossier iranien. Ceci ne vous empêchera pas d'éprouver quelques mois plus tard un profond ressentiment face à l'échec cuisant que fut l'opération secrète de libération d'Ingrid Betancourt, échec pour lequel la France a dû présenter ses excuses. Le 31 mai 2005, vous êtes nommé par le président Chirac au poste de Premier ministre afin de redonner un nouvel élan à une majorité essoufflée.
Quoiqu'ayant contribué de manière effective à la baisse du chômage, l'opinion publique gardera de votre mandat le souvenir d'un bilan mitigé. Incident des banlieues, crise du CPE, autant de conflits qui affaibliront votre position au sein même de votre famille politique, pour ne pas dire de votre gouvernement. Souvent qualifié par la presse d'aristocrate mondain et de poète, on vous reprochera de n'être jamais passé par le suffrage universel, chose qui n'altérera en rien votre détermination à assurer votre fonction jusqu'au bout, bon marathonien que vous êtes. Avec l'affaire Clearstream qui éclate entre avril et mai 2006, les luttes intestines regagnent du terrain, semant davantage de troubles dans les relations qui vous lient à Nicolas Sarkozy. Encore une fois, c'est auprès de Jacques Chirac que vous trouvez votre consolation, lui qui n'hésitera pas à vous réitérer sa confiance pleine et entière. De toutes ces épreuves, vous sortez avec la profonde conviction d'avoir dignement servi votre pays, mais également avec un incommensurable sentiment d'amertume qu'illustrera votre épouse le jour de la passation du pouvoir, en arborant une veste dont les inscriptions multilingues expriment votre soulagement à quitter cet hôtel de l'insomnie. Ainsi, une page de votre carrière se tournait. Parce que rester prisonnier d'un rôle serait trahir vos valeurs, loin de vous confiner dans un anonymat ou une retraite prématurée, vous revenez grâce à vos talents de juriste et à votre plume prolifique sur le devant de la scène. En janvier 2008, vous prêtez serment et devenez avocat au barreau de Paris. Les deux ouvrages qui viennent grossir votre longue bibliographie, Le Soleil noir de la puissance et Hôtel de l'insomnie, vous font reprendre le chemin des plateaux télé où vous ne vous contentez pas uniquement de parler littérature. En effet, réfractaire à l'idée d'aller guerroyer contre le reste du monde, vos engagements qui prennent des allures de plus en plus internationales visent à instaurer davantage de justice et à panser les plaies du monde dans le souci d'abolir toute forme de violence et de terrorisme. Poète, orateur, homme d'action, conquérant d'idées, passionné d'histoire et de littérature, voilà Dominique de Villepin. Que ces réformes ne fussent pas toutes d'une grande sagesse, la chose est indéniable. Il n'en reste pas moins un grand homme politique, et pas seulement par la taille. Merci Marouane pour cette présentation. Monsieur Dominique de Villepin, avez-vous des commentaires à faire? D'abord à féliciter l'orateur qui a fait preuve de beaucoup de gentillesse et beaucoup de mansuétude. En général, les portraits qui sont faits dans la presse sont beaucoup moins flatteurs. Donc merci, ça me touche beaucoup. Un mot pour situer dans un contexte plus large l'engagement qui est le mien. Il y a beaucoup de raisons pour faire de la politique, beaucoup de bonnes raisons et un certain nombre de mauvaises, on s'en rend compte à l'usage. Mais il y a une chose dont je suis convaincu et que je veux partager avec vous. C'est que la politique, c'est incontestablement à la fois le lieu et le moyen d'accompagner un pays, d'accompagner un peuple dans le destin qu'il s'est choisi et d'écrire une page d'histoire qui n'est pas préécrite. Le destin des peuples n'est pas préécrit à l'avance, il ne s'écrit pas sans nous. Chacun d'entre nous a un rôle, une place, une partition à jouer. Et il est donc essentiel que nous soyons en permanent questionnement par rapport à la politique, par rapport au destin de notre pays. Et si j'avais une singularité à défendre sur l'échiquier politique, c'est que j'ai toujours privilégié les questions sur les réponses. Je pense qu'il est essentiel d'avancer à travers un questionnement, d'avancer à travers une inquiétude. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Au sortir de Matignon que j'ai écrit sur ces 2 années Hôtel de l'insomnie, parce que ma conviction, c'est que ce sont les questions qui doivent nous guider. Alors on peut évidemment en permanence se soucier d'apporter des éléments de réponse, mais vous l'avez dit, on fait des erreurs en politique, on n'a pas toujours la sagesse qu'on pourrait souhaiter a posteriori, mais c'est la question qui nous sauve. C'est la volonté de tirer les leçons qui nous sauvent, qui nous permettent en permanence d'écrire cette histoire en partie double, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, le possible, et puis ce qu'on souhaiterait faire, ce qu'on souhaite pouvoir améliorer par la suite, tant c'est une histoire longue que celle de l'histoire, et tant notre rôle, bien sûr, est modeste, mais susceptible de réécriture, est susceptible d'être repensé, est susceptible d'être réagencé, et puis c'est une écriture collective. Donc on existe en politique à travers ce que l'on fait.
On existe à travers ce que l'on pense, on existe à travers ce que l'on réussit, et on existe peut-être surtout à travers ce que l'on rate, parce que cela permet à soi-même et aux autres de faire mieux. Ce sont autant de passerelles, autant de ponts qui sont jetés. Bien sûr, il faut moissonner, c'est-à-dire réfléchir sur ce qui a été fait, bien ou mal fait, et à partir de là, constamment essayer de faire mieux. Je pense à 1 an du mandat de ce gouvernement, à 1 an du mandat du nouveau président de la République, c'est la seule question qui vaille. C'est pas tant de regarder en arrière avec nostalgie et de se dire, mon Dieu, que d'occasions ratées ou que de gâchis. C'est de se dire, comment peut-on faire mieux ? Comment est-ce que, pendant ces 4 années qui sont celles du devoir républicain imparti aux dirigeants, comment on peut s'efforcer de faire mieux ? Mais je vois que vous vous impatientez, donc je vous rends la parole. D'ailleurs, depuis 1 an, jour pour jour, Nicolas Sarkozy est à l'Élysée. Que lui souhaitez-vous pour son premier anniversaire ? De faire mieux. Ou peut-être lui souhaiter de meilleurs sondages ? Non, ça, je crois que les sondages n'ont pas beaucoup d'importance, parce que en politique, la seule vraie boussole, le seul vrai guide, ce sont les résultats. Et les résultats, c'est ce qui crédibilise une action politique. D'ailleurs, la difficulté d'aujourd'hui, c'est justement le sentiment que peuvent avoir à la fois le gouvernement et le président, que les résultats ne sont pas suffisamment forts pour fortifier son action, fortifier leur action. Donc c'est bien tout le problème de la politique. On est plus fort, non pas parce qu'on est haut dans les sondages, on est plus fort parce que l'on a des éléments de réussite, des débuts de résultats qui crédibilisent l'action et l'engagement que l'on a. Et justement, la croissance attendue au début du quinquennat n'est pas au rendez-vous. Comment expliquez-vous cela ? Expliquez-vous cela seulement par les difficultés internationales, crise des subprimes, hausse du prix des matières premières, ou quelle marge de manœuvre pour le gouvernement aujourd'hui pour la politique économique ? Je ne voudrais pas citer devant vous les grands auteurs, mais enfin il en est un qui a dit qu'on allait chercher la croissance avec les dents, ce qui veut dire que la croissance n'est pas donnée. Si la croissance n'est pas donnée, c'est qu'il faut se battre pour faire en sorte qu'elle soit fortifiée et maximisée. C'est un peu comme en voile. On peut se placer sur la ligne de départ sous le vent, on peut se placer au contraire dans une position qui permet de maximiser le vent dans les voiles et de partir plus rapidement que les autres. Eh bien, la politique, y compris la politique économique, c'est un peu comme une régate. Il faut être pleinement et bien positionné par rapport à ses concurrents pour justement bénéficier de ce plein vent qui vous permet de partir dans les meilleures conditions sans chavirer. Or, qu'a-t-on vu ? Je crois qu'il est inutile de redire l'histoire. On a vu un contre-pied. C'est toujours spectaculaire en politique, c'est-à-dire une analyse politique, une élection, une anticipation politique qui était celle d'un retour, voire d'une accélération de la croissance. C'était la pensée commune, donc il ne faut certainement pas en faire reproche au gouvernement et au président de la République, c'était la pensée commune. La croissance allait s'amplifier et allait revenir. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement l'inverse. C'est ça, un contre-pied, c'est vrai en foot, c'est vrai en rugby et c'est vrai en politique. C'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent sur un certain nombre de cases, comme au Monopoly, et pas forcément dans les bonnes ruelles, là où on les a mis rue de la Paix, il aurait fallu les mettre sans doute ailleurs, pour fortifier le consensus social, fortifier la cohésion sociale, fortifier la solidarité et le rassemblement républicain, parce qu'on bâtit dans un pays à partir de ce rassemblement. Et une fois qu'on a rassemblé, eh bien, on peut exiger davantage, on peut se fixer des objectifs et on peut aller plus loin. Là, on a voulu fortifier le sentiment de confiance de ceux qui étaient les mieux placés dans l'économie en se disant que ceux-là, ces décideurs, allaient encore plus se mobiliser. Manque de chance, la croissance se dérobe, et ces décideurs, comme toujours, se dérobent aussi. Et à partir de là, eh bien, les autres ne sont pas au rendez-vous parce qu'ils ont un sentiment profond d'injustice. Donc là où il fallait rassembler, on a eu au contraire les éléments d'une division, les éléments d'un malentendu. Partant de ce malentendu, il est beaucoup, beaucoup plus difficile de rassembler maintenant, et beaucoup plus difficile d'avoir tout le monde ensemble se battant pour les réformes et pour le même objectif national. Donc je pense qu'il faut revenir à la case départ. Alors est-ce qu'on peut annuler un paquet fiscal, plus des mesures qui ont paru, plutôt privilégier les propriétaires, négligeant les locataires, plutôt privilégier ceux qui avaient de l'argent et qui étaient les grands gagnants des sommes obtenues dans la bataille de l'impôt sur les successions? Est-ce qu'il faut revenir sur tout cela? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas forcément facile. Ce qu'on peut faire par contre, c'est poser les bases d'un rassemblement qui
dans la clarté, parce que je ne suis pas sûr que les prochaines années soient faciles pour la France. Nous avons des années économiques et sociales très difficiles, donc je crois qu'il faut le dire aux Français, partant de la rassembler, c'est-à-dire définir un certain nombre de mesures qui sont susceptibles de recréer ce rassemblement français, et tenir sur un cap de réformes lisibles, claires, choisies. 55 réformes, ça fait, vous le savez tous, au moins 55 millions de mécontents. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'avancer. Est-ce qu'à travers 4 ou 5 réformes choisies, on ne peut pas mobiliser l'essentiel de la population française qui comprendra l'enjeu de ces réformes, qui y verra clairement la possibilité de résultats pour tous. Et si on s'entend sur ces réformes essentielles, on ne se dispersera pas. C'est autant d'énergie qui ne sera pas perdue. On ne se dispersera pas sur d'autres réformes. Est-il vraiment essentiel de se battre sur une nouvelle architecture institutionnelle aujourd'hui? Est-il vraiment essentiel de se battre sur une nouvelle diplomatie aujourd'hui, alors que la diplomatie de la France, depuis un certain nombre de décennies, fait consensus? Je crois que c'est beaucoup d'énergie perdue, beaucoup de divisions politiques, alors que l'essentiel, c'est de se battre sur un consensus économique et social pour faire entrer la France pleinement dans la mondialisation. Le paradoxe de la France, c'est que c'est un pays de conquête. Partout où vous allez dans le monde, vous trouverez des Français. C'est absolument sidérant. Vous allez en Patagonie, au pied des plus grands glaciers du monde, vous trouverez des Français, jeunes, moins jeunes, qui sont là et qui dominent très souvent, à travers leurs visites, la plupart des autres nationalités. C'est dire que c'est un esprit conquérant. Ce sont des gens qui veulent aller et connaître le monde. Paradoxalement, nous sommes aussi l'un des pays qui a le plus peur du monde et le plus peur de la mondialisation. Comment se donner les outils? Comment fixer un horizon qui permette aux Français de se réconcilier avec ce formidable changement du monde, qui est à mon sens aujourd'hui un puissant accélérateur de justice sociale et de justice mondiale? Moi, quand je me suis engagé comme diplomate au Quai d'Orsay en 1980, il y avait un sujet qui avait fait florès pendant mes études, qui était le dialogue Nord-Sud. Ce sujet, je l'ai vu littéralement disparaître pendant toutes mes années diplomatiques. Disparaître de l'agenda. Le Sud avait disparu. Les problèmes de pauvreté, tout le monde s'en foutait. Et puis, aujourd'hui, vous voyez revenir les grands acteurs du monde, à un moment où la croissance fléchit. Quels sont les pays qui montent? Quels sont les pays qui portent l'avenir? Quels sont les grands décideurs? Dans quel pays vont nos chefs d'entreprise pour quêter de nouveaux marchés, quêter une participation au capital? Au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie. Ça, c'est très réconfortant. Est-ce que nous avons des raisons d'avoir peur de l'Asie? Est-ce que nous avons des raisons d'avoir peur de l'Afrique? Est-ce que nous avons des raisons de déserter l'Amérique latine? Non. Nous y sommes à notre place. Nous parlons la langue de ces populations. Nous sommes défenseurs de principes qui sont des principes universels. Nous avons tout pour être justement dans ce nouveau monde qui est en train de se dresser. Alors ne laissons pas la place à d'autres, ne nous laissons pas guider frileusement par la tentation du repli, n'ayons pas le sentiment que nous vivrons mieux sur notre précaré, ce n'est pas vrai. Le monde a changé, il faut en prendre acte. Par contre, c'est comme aux cartes, il faut avoir les bons atouts, et ces atouts, nous les connaissons. Je crois que le grand enjeu de la France d'aujourd'hui, c'est de basculer vers ce nouveau monde, vers ce nouveau regard sur le monde dans lequel nous devons réussir. Juste pour revenir à l'économie à une échelle plutôt nationale, vous pensez que les marges de manœuvre existaient, mais qu'elles ont été gâchées en quelque sorte? Vous n'avez pas répondu vraiment à la question. Oui, j'y réponds très franchement, elles n'ont pas été saisies. C'est-à-dire que au sortir d'une élection présidentielle, rien n'est plus important. C'est le maître mot de notre histoire de France que de rassembler les Français. Les caisses de l'État n'étaient pas vides. Non, les caisses de l'État n'étaient pas vides, mais elles ne sont jamais tout à fait vides. La preuve, c'est qu'on continue à lancer des réformes, on continue à vouloir nourrir des projets. Donc il y a toujours des marges de manœuvre, même si elles sont parfois très faibles. Et je ne nie pas qu'aujourd'hui, compte tenu de notre situation financière, elles sont faibles. Néanmoins, en politique, vous savez, le maître mot, c'est l'imagination. On peut toujours se donner un espace de manœuvre. Partant de ces caisses vides que certains ont décrits pendant la campagne électorale, on a réussi à trouver 15 milliards. Ce qui prouve qu'il y avait 15 milliards à trouver. Ces 15 milliards, on les a bien ou mal utilisés, on peut ouvrir le débat. Vous avez le même point de départ, le même postulat que la gauche. Non, c'est la gauche qui a le même point de départ que moi. Le même point de vue. C'est pas tout à fait pareil. J'ai été le premier à porter cette critique et à considérer que cet argent n'était pas bien utilisé. Je ne revendique aucun droit d'auteur, mais je pense qu'il est plus facile de dire tôt les choses et qu'il n'y a pas beaucoup de vertu à donner des leçons après. Ceci dit,
marges de manœuvre, elles existent toujours, c'est l'essence de la politique. Si on considère qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, on ne fait pas de politique. Parce que n'importe quel sentinelle ferait aussi bien que nous le travail qui reste à faire. Donc la politique, c'est de dégager des marges de manœuvre intellectuelles, culturelles, sociales, économiques. Mais il y a un point de départ qui, lui, est philosophique, qui, lui, est éminemment politique avec un grand P. C'est quand on engage une nation dans une grande aventure, le point de départ, c'est de rassembler. Et c'est de rassembler le plus largement possible. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne s'y est pas trompé, puisqu'il a lancé un concept qui est celui de l'ouverture. Je pense que cette ouverture s'est retournée contre la majorité. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas quand on débauche des hommes ou des femmes. On ouvre quand on s'ouvre sur des idées et que des hommes et des femmes vous rejoignent à partir d'un grand projet. C'est-à-dire que la démarche, elle a été inversée. Autant ça avait du sens dans la campagne électorale de demander à M. Kouchner de nourrir le projet des droits de l'homme de la droite, autant ça n'a pas beaucoup de sens de demander à M. Kouchner d'entrer dans un gouvernement pour renier la philosophie qui est la sienne. Je pense que ça, c'est de l'ouverture à l'envers, parce qu'au bout du compte, ça rétrécit votre projet politique. Et le risque que vous prenez, c'est de voir les uns et les autres de l'ouverture vous quitter au moment le plus opportun pour eux, c'est-à-dire le plus défavorable pour vous. Donc le jeu politique, au contraire, c'est de rassembler. C'est la clé. Est-ce que, au lendemain de l'élection présidentielle, il y avait des marges de manœuvre pour rassembler? Oui, la preuve, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de la gauche qui sont venus. Est-ce qu'ils l'ont fait sur de bonnes bases? Non. Ma conviction, c'est que ce n'est pas sur de bonnes bases. Il faut que ce soit sur la base d'idées, de programmes, clairement signés. Aujourd'hui, vous le voyez bien, l'ambiguïté sur la politique menée concernant les droits de l'homme ou sur la politique étrangère brouille considérablement le paysage. Je crois qu'au lendemain d'une élection présidentielle, on est en droit d'attendre de la clarté, de la volonté, un itinéraire clairement dessiné, et je pense que c'est ce qui a manqué. Alors, ce n'est pas facile, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas facile. Est-ce qu'un an plus tard, on peut faire mieux? Oui, et la grande question aujourd'hui, c'est comment, partant des difficultés actuelles, on peut en profiter pour, avec courage, faire mieux. Là, à mon sens, il y a un deuxième point de départ, qui est le point de départ de la deuxième chance. Et la politique, c'est le royaume de la deuxième, de la troisième et de la quatrième chance. Le général de Gaulle l'a connu, Napoléon l'a connu. Qu'est-ce que c'est qu'une deuxième chance en politique aujourd'hui? C'est tout simplement de dire la vérité aux Français. Est-ce qu'on dit la vérité aux Français aujourd'hui sur la situation économique du pays et sur la situation financière? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que la situation est mauvaise, voire très mauvaise? Oui. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Non. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait avec les Français pour que les choses aillent mieux? Ma conviction, c'est que printemps, été, automne, voire année 2009 seront des années très difficiles. Est-ce qu'il suffit de se cantonner sur une politique de réforme tous azimuts pour que les choses, en attendant, aillent mieux? Je n'en suis pas sûr. Plus d'énergie, plus de volonté, plus d'adhésion, plus de lisibilité, plus de choix politiques, je crois que c'est indispensable pour que la réforme soit au rendez-vous des résultats, sans quoi nous aurons des réformes sans résultat, c'est-à-dire le crédit de la réforme usé par une absence de résultats. Et ça, en démocratie, c'est grave, parce que c'est la garantie au bout du chemin d'avoir une montée du populisme, une incompréhension et une perte d'adhésion démocratique. Mais est-ce que l'ouverture, ce serait de vous faire entrer au gouvernement une nouvelle fois, ou alors de vous confier une mission d'importance? Je crois qu'on a usé et abusé de ces techniques qui sont très sympathiques pour ceux auxquels elles s'adressent et ceux que ça amuse. Mais je ne crois pas que le jeu de la politique, ce soit ça. D'abord, personne n'est indispensable en politique. Je ne crois pas qu'en politique, on puisse faire des galipettes. C'est-à-dire, quand vous avez été Premier ministre, vous ne revenez pas jouer des utilités dans un gouvernement. Par contre, vous pouvez être utile dans un autre cadre. Le rassemblement, dans mon esprit, c'est pas ça. C'est pas donner à chacun un biscuit et donner à chacun satisfaction. C'est pas ça la politique. Même si très souvent, c'est celle en France d'une certaine tradition radicale ou centriste qui vise à satisfaire tout le monde, comme on satisfait les vieux canassons en leur donnant un sucre. Ça, une fois de plus, ça ne fait pas avancer les choses. Le rassemblement, c'est quoi? C'est de se concentrer sur une équation politique qui rassemble le plus grand nombre de gens possible. Est-ce que je peux, moi, comme gaulliste, être satisfait des coups de pique qui sont adressés à la politique et aux engagements traditionnels de la France, qui évoquent un retour de la France dans l'OTAN, dans une conjoncture qui est celle de l'après-Irak, qui est peut-être celle de la préélection de M. McCain, d'une pré-frappe en Iran? Est-ce que je peux être rassuré devant ce chemin qui se dessine vers la France, qui nous entraînerait en pilotage automatique vers une catastrophe? Est-ce que je peux être rassuré? Non. Est-ce que ça vaut vraiment la peine comme ça, tout de go, sans y avoir réfléchi, de se lancer dans cette aventure? Je ne crois pas. Donc, ça veut dire quoi? Concentrons-nous sur les sujets sur lesquels il y a un consensus national
Et je pense que la réforme économique et sociale est susceptible de permettre ce consensus. Donc une fois de plus, du bon usage de la réforme, de la bonne réforme, de la non-dispersion des énergies dans la réforme. Nous pensons tous qu'il faut moderniser notre pays. Nous pensons tous qu'il y a intérêt à avoir de bonnes universités. Plutôt que de mettre 20 ans à faire une réforme de l'université qui, dans 20 ans, sera totalement obsolète, essayons de la faire en 2-3 ans pour permettre à nos universités de passer un cap. Donc allons plus vite dans des domaines essentiels, l'innovation, la recherche, l'université. Allons plus vite en ce qui concerne la modernisation de l'économie française, la modernisation du dialogue social. Par contre, dans d'autres domaines, prenons notre temps. Donnons-nous le gage de la réflexion, faisons en sorte que les institutions qui ont très bien fonctionné depuis 1958 puissent continuer à fonctionner sans pour autant être martyrisées par de nouvelles réformes. Mais toutes vos vues sont très séduisantes, hein, mais concrètement, sur l'échiquier national, comment vous vous positionnez par rapport à Nicolas Sarkozy? Est-ce que tout ça, vous pouvez lui en parler directement, ou alors vous avez... Non, je vous le dis, donc je pense qu'il l'entend. Je ne vais pas lui transmettre ce soir. Donc, c'est bien dommage. Mais non, mais précisément, vous entendez jouer un rôle de militant au sein de l'UMP, je sais pas, pour une future présidence? La démocratie, c'est toute la vertu de la démocratie. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être militant de l'UMP, d'avoir une bague en or ou une capuche éclairée pour jouer un rôle. Dans la démocratie, chacun peut s'exprimer, les choses sont reprises. Il y a deux façons, quand vous entendez le type de discours que je tiens, de réagir. Et tout dépend une nouvelle fois du degré d'ouverture, d'esprit et de la volonté qu'il y a de rassembler les Français. Soit vous dites, très bien, Villepin, il a un rôle d'opposant, il se cantonne dans un débat stérile. C'est ce qu'on dit beaucoup au sein de la majorité il y a 8-10 mois. Et aujourd'hui, il redit ce que moi je disais il y a 8 mois. Donc voilà, c'est une espèce de course un peu stérile où chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche pour dire des choses qui dérangent, on tente à le marginaliser en disant « mais ça ne compte pas parce que de toute façon, il règle ses comptes ». Moi, contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai aucune amertume sur le plan politique parce que j'ai la conviction que la clé de la politique, c'est les rythmes. On ne peut pas toujours être au pouvoir dans les palais nationaux, à rouler dans la soie, tout simplement parce qu'on est aveuglé. On ne peut pas toujours être sur l'avant-scène. Imaginez un homme de théâtre qui vivrait à longueur de journée sur l'avant-scène avec les projecteurs dans la figure. Mais vous devenez fou. Il est nécessaire d'être parfois en retrait, d'avoir une autre vie, de respirer, de faire des choses par vous-même. Moi, je monte aujourd'hui une société d'avocats. Croyez-moi, c'est très instructif. Pendant des années, j'ai répété ce qu'on mettait dans mes notes. On crée en France une entreprise en 24 heures. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une bureaucratie effrayante. Il y a des réformes à faire du quotidien pour tout simplement permettre aux gens qui ont des projets de les mener à bien. Tout ça, si vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours, si vous vous contentez de passer de votre voiture avec chauffeur à votre palais national, eh bien vous ne le voyez pas. Donc heureusement qu'on a une démocratie, on peut passer à travers des rythmes à des situations différentes. Néanmoins, on s'exprime, ce qu'on dit est repris par les médias, on vous écoute ou on ne vous écoute pas. Mais personne ne pourra dire que ce qui devait être dit à un moment donné n'a pas été dit. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'engagement politique. Vous l'exprimez, on vous entend pas. Que vous soyez M. Besancenot, que vous soyez un communiste, que vous soyez de gauche ou de droite, vous vous exprimez et les hommes politiques vous écoutent ou ne vous écoutent pas. Mais c'est leur responsabilité. Au bout du chemin, c'est eux qui doivent rendre des comptes. On parle d'une élection... On parle d'une candidature aux élections européennes de 2009. Si c'est le cas, alors, sous quelle étiquette ? Sous quelle étiquette? D'abord, il était indéniable que les élections européennes vont être un enjeu tout à fait intéressant. Parce que je vois à travers les éditorialistes passer extrêmement rapidement sur la situation de l'Europe aujourd'hui. Parce qu'on est tombé d'accord sur le traité simplifié, on considère que la situation de l'Europe est réglée. Loin de là. Les problèmes sont devant nous. L'Europe est en panne depuis un certain nombre d'années et elle l'est, à mon avis, encore pour assez longtemps. Et quelles que soient les initiatives que l'on puisse prendre, à 27, tout est très long, tout est très lent. Imaginez, on pourrait être 27 autour de la table. Une table européenne, c'est à peu près une table comme celle-ci. Les présidents sont avec leur ministre des Affaires étrangères. Donc vous imaginez, je ne sais pas combien on est autour de la table, on ne doit pas être très loin du compte. Donc, ou sans doute 27, c'est plus d'ailleurs, la table serait plus grande. Vous imaginez que vous donnez la parole 5 minutes à chaque délégation, vous imaginez ce que ça fait en termes de temps. Et quand vous parlez 5 minutes, c'est extrêmement difficile d'avancer des propositions et de recueillir l'approbation de tous ceux qui sont autour de la table. Donc vous voyez, l'Europe, elle n'est pas sortie de l'auberge. En plus, on a un calendrier très difficile. Oui, mais je termine là-dessus. On a un calendrier très difficile. Parce que la présidence de l'Union européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, assumer l'initiative et la défense des idées qui nous animent. Mais ça veut dire aussi porter le fardeau
des oppositions au sein de l'Europe, des réticences, des ambiguïtés, voire des arrière-pensées. Ça veut dire que, quelles que soient les idées que l'on mette dans l'entonnoir, ce qui sort de l'entonnoir, de toute façon, est extrêmement tenu. Et je vous dis ça comme diplomate, j'ai toujours détesté les réunions. Parce que pendant des heures, on palabre, on sort de réunion après 3 heures d'efforts pour convaincre, et puis il sort en général pas grand-chose. Donc, bien évidemment, c'est un point obligé de passage pour arriver à la décision, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et de ce point de vue-là, j'en connais qui vont faire un apprentissage de la diplomatie par le menu. Des heures et des heures pour arriver à des initiatives qui vont s'amenuisant, des ordres du jour qui vont se réduisant en épaisseur. Et au bout du compte, il faut faire une conférence de presse pour expliquer ce qu'on a fait pendant 10 heures, 15 heures, 18 heures. Et là, l'exercice devient en général assez délicat. Donc, dans ce contexte, la présidence européenne va être difficile. Au sortir de la présidence européenne, nous allons plonger dans des élections européennes. Ce qui veut dire, pour la majorité, le gouvernement, le président de la République, ils vont être dans situation d'avoir à assumer le fardeau d'une présidence qui forcément n'aura pas apporté toutes les promesses que l'on attendait. Vous imaginez à quel point ça va être difficile pour la majorité de défendre un projet dans la perspective des Européennes. Néanmoins, je suis un Européen convaincu. Je crois qu'il y a des grandes idées à défendre sur l'Europe. Je crois que l'Europe doit franchir très rapidement des pas indispensables qui la remettent en marche. Et pour se remettre en marche, il faut se remettre en risque. Et j'ai une conviction, c'est que l'Europe n'existera dans une identité européenne. On parle beaucoup d'identité nationale, et moi-même j'en ai beaucoup parlé dans un autre esprit que celui dans lequel le gouvernement en parle aujourd'hui. Mais il n'y aura pas d'identité européenne tant qu'il n'y aura pas un président élu de l'Union européenne par tous les citoyens de l'Europe. Et je pense que l'un des grands enjeux des prochaines années, c'est cette présidence élue. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez un problème diplomatique comme celui du Tibet, des Jeux Olympiques et de la Chine arriver sur votre table, et qu'il faut traiter à 27 ce sujet, vous imaginez dans quelle situation vous êtes. En gros, c'est passer le schmilblick chez le voisin. Et en général, les Français sont assez forts parce que c'est nous qui nous retrouvons avec le schmilblick et nous disons des choses qui évidemment ne satisfont personne. Et en plus, c'est nous qui supportons les conséquences maximales de ce qui est dit. Évidemment, s'il y avait un président de l'Union européenne qui s'était exprimé au nom des 27 sur cette question des Jeux Olympiques, nous ne serions pas dans la difficulté où nous sommes et Nicolas Sarkozy n'aurait pas affronté les quelques semaines difficiles qu'il va devoir affronter. Donc vous voyez que sur ces sujets, droits de l'homme, sur les grands sujets, je prends aujourd'hui cette situation inacceptable qui est celle de la situation alimentaire du monde, des émeutes de la faim. Sur cette situation-là, on aurait un président de l'Union européenne qui pourrait dire et taper sur la table, dire écoutez, moi je n'admets pas que l'Europe se contente de quelques centaines de milliers d'euros. Je n'accepte pas que la politique agricole commune ne soit pas solidaire de la situation qui est celle du monde. Les choses bougeraient. Pas de voix. Un président qui passe, je vous rappelle aujourd'hui que nous sommes en présidence slovène, encore pour quelques semaines. Donc vous voyez, si on applique la règle des présidences à la présidence française, les espoirs risquent malheureusement d'être déçus. Par contre, il y aurait une voix, une conscience en Europe capable de porter cette conscience européenne dans le monde, tous les jours, 24 heures sur 24, soumis aux questions de la presse. Eh bien, je vous dis que l'Europe enfin existerait. Moi, je suis pour une Europe qui affirme son identité, qui affirme son message et qui affirme sa puissance. L'Europe, ce n'est pas un appendice des États-Unis, ce n'est pas une Europe qui s'excuse d'exister auprès des États-Unis et ce n'est pas une Europe qui se replie sous l'aile frileuse du parapluie militaire de l'OTAN. Un mot sur le traité de Lisbonne. Un succès avec une bonne méthode ? Écoutez, je ne peux pas dénigrer le traité de l'OTAN, puisque j'avais proposé à Jacques Chirac de faire voter lui-même, quand il en avait les moyens, ce traité simplifié. Donc je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Néanmoins, il faut le reconnaître, nous passons une étape difficile pour l'Europe, mais nous ne réglons rien du problème européen. L'Europe est en panne, c'est-à-dire que le bateau européen n'avance pas. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de le faire avancer, justement, et le plus rapidement possible ? Tous les dirigeants européens disent aujourd'hui que c'est le succès, l'avancée européenne dont l'Europe avait besoin. C'est certainement ce qu'il fallait faire. On peut dire que c'est un succès ou... Oui, c'est un succès. Ça nous permet de sortir de l'ornière. Néanmoins, rien n'est réglé. Tout reste à faire. Un début de succès. Non. Un succès, c'est quoi ? Un succès, c'est quand vous marquez des points pour tous ceux qui vous regardent, c'est-à-dire les citoyens de l'Europe, et pour tous ceux qui, dans le monde, attendent quelque chose de l'Europe. Un succès, pour moi, c'est quoi ? C'est l'Europe contribuant à faire en sorte que l'État palestinien existe.
C'est l'Europe contribuant à faire en sorte que le Darfour soit réglé. C'est l'Europe contribuant à faire en sorte que le Liban retrouve son indépendance. Ça, c'est un succès. Que l'Europe règle ses problèmes et arrive enfin à dégager les règles minimales, le petit dénominateur commun institutionnel, j'allais dire, c'est le moins qu'on puisse attendre. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a encore rien fait. Et de ce point de vue-là, je suis pour cette insatisfaction créatrice qui est au cœur de l'Europe. Ne soyons pas trop vite satisfaits. On a l'impression qu'on est comme soulagé de voir ce traité simplifié, qui encore une fois n'est pas ratifié par les uns et par les autres, donc attendons pour voir. Mais une fois qu'on a voté ce traité, rien n'est réglé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas doté d'une volonté européenne. Et pour se doter d'une volonté européenne, il faut affirmer l'identité européenne. Or, on voit bien que pour un certain nombre d'États européens, l'OTAN notamment passe avant l'Union européenne. On voit bien que sur un certain nombre de grands défis, quel est aujourd'hui le rôle de l'Europe par rapport à cette question centrale de la Chine? Quel est aujourd'hui le rôle de l'Europe par rapport à l'avenir de l'Afrique? Quel est aujourd'hui le rôle de l'Europe par rapport à la question alimentaire? Moi, voilà les sujets sur lesquels j'attends l'Europe. Alors que l'Europe se soucie de faire en sorte que ces canalisations passent par la gauche ou par la droite, j'allais dire très bien, je me félicite que les canalisations de l'Europe se remettent en marche. Je me félicite qu'on ait déverrouillé, décadenassé l'Europe. Mais ça ne nous donne pas une Europe qui réponde à notre idéal et à notre aspiration. Donc j'attends toujours l'Europe. Puisqu'on est sur les questions internationales, bon, on va changer un peu le programme. Donc on a bien évidemment aucune difficulté à vous imaginer sur la scène internationale. Pour preuve, vos récentes prises de position sur la politique étrangère de Sarkozy. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué l'OTAN, la réintégration du commandement intégré de l'OTAN. Donc je vous cite, « La France a une position d'indépendance sur l'échiquier international et c'est pour cela qu'elle est respectée. » Nombreux aujourd'hui sont les spécialistes qui relèguent la France au rang de puissance moyenne. Ne pensez-vous pas que la position de Nicolas Sarkozy sur le retour de la France dans l'OTAN n'est pas plus réaliste? Et pensez-vous véritablement que la France est une puissance moyenne? D'abord, méfiez-vous en général en politique des réalistes. Ce sont souvent des défaitistes et ce sont souvent ceux qui acceptent des situations inacceptables, par réalisme. De la même façon, je fais l'objection parce qu'elle m'a été faite tout à l'heure, méfiez-vous du concrètement. À force d'être concret en politique, on finit par ne rien faire que de petites choses. La politique, elle a sa part d'imagination, sa part d'idéal, sa part d'immatériel. On ne gouverne pas un peuple uniquement avec du concrètement. D'abord parce que le concrètement n'est que rarement au rendez-vous. Il y a toujours des délais entre le moment où on promet quelque chose et où on le réalise. Donc, je trouve qu'on atténue et on affaiblit la politique en lui enlevant sa part de mystère. Transparence en transparence, tout le monde voit ce que je fais, et en général, on ne voit qu'une partie d'ailleurs. Je pense que là, on entre justement dans le royaume de la mystification politique. Donc, la politique, c'est une alchimie. C'est une alchimie dans laquelle tous les ingrédients ne sont pas forcément visibles. Et tant mieux. Il y a une part de mystère, comme dans toute chose. Vous savez, si, quand Rimbaud écrivait un poème, on pouvait comprendre comment les choses se font, il y aurait beaucoup de petits Rimbaud à travers la planète. Or, ce n'est pas si simple. Il y a une alchimie créatrice en littérature et en art, il y a une alchimie créatrice en politique, et Dieu merci. En ce qui concerne l'OTAN, c'est une question fondamentale. Et on a voulu opposer d'un côté la démarche qui a été celle de Jacques Chirac au début de son mandat, dans la période précédant l'an 2000, quand il a exploré les voies d'un rapprochement avec l'OTAN, avec la démarche qui pourrait aujourd'hui être réactualisée d'un retour pur et franc dans l'OTAN. Je crois que les situations, et ce que je dis n'engage pas que moi, je n'engage absolument pas Jacques Chirac dans ce que je dis, les situations sont profondément différentes. Qu'en 1997, on se pose la question de savoir comment on pourrait mieux travailler avec les Américains. Très bien. Je pense qu'il est toujours utile d'être mieux coordonné dans des planifications militaires, dans la projection d'un certain nombre d'actions au service de la paix. Donc, toute coordination est une bonne chose. Mais depuis, il s'est passé des choses très, très importantes. Et en particulier, l'Amérique a connu la tentation de l'hyperpuissance et en même temps ce formidable rappel à l'ordre qui est que la puissance réduite à la force n'était pas le meilleur moyen de régler les problèmes internationaux. Ça, c'est un adage qui est tout droit sorti de la guerre d'Irak et qui a montré aux Américains qu'ils faisaient fausse route. Alors que dans la tentation d'hubris américaine, que dans cette tentation d'intervention sur la planète, on utilise
qu'ils utilisent. C'est bien normal, l'OTAN, il le domine complètement. Il faut voir ce que c'est que la machinerie de l'OTAN. C'est une machinerie qui est totalement dominée par la hiérarchie militaire américaine, qui est d'un esprit américain, qui fonctionne selon des règles américaines, à travers un contrôle américain. Alors, je veux bien qu'on aille jouer les utilités dans ce système et qu'on bénéficie de quelques rogatons, de quelques officiers. Je suis sûr qu'ils en seront ravis et tireront quelques gloires de leurs étoiles supplémentaires. Mais je ne suis pas du tout sûr que l'efficacité et de la crédibilité de la France dans ce système en sortira grandie. Je dirais moins, le monde en sera appauvri. Qu'est-ce qui a fait la force et la chance de la France sur le plan diplomatique tout au long des dernières décennies? Nous avions une Europe qui était partagée entre, d'un côté, les Britanniques, toujours soucieux d'être plus proches des Américains, c'est leur vocation historique, et une France qui était toujours soucieuse de tendre la main au sud et à l'est. C'est nous qui, les premiers, avons reconnu la Chine, c'est nous qui, les premiers, avons multiplié avec le général de Gaulle les déplacements en Russie, et c'est nous qui avons mené la politique la plus audacieuse vis-à-vis de l'Afrique, et en permanence affirmé cette exigence d'indépendance sur la scène mondiale. À partir du moment où les Américains sont tentés à nouveau par l'emploi de la force, et par une organisation du monde sur une base unilatérale, et non pas sur la base multipolaire et multilatérale que nous appelons de nos voeux, est-ce qu'il faut s'enrégimenter dans ce camp-là, profitant de cette tentation qui saisit ceux qui veulent mener la guerre au terrorisme? Comment on peut imaginer gagner une guerre contre le terrorisme, contre des ennemis non identifiés, qu'on légitime en voulant leur déclarer la guerre? Tout ceci est absurde. Donc c'est tomber dans le piège d'une faiblesse d'analyse idéologique américaine, et c'est se situer dans un camp strictement occidental, c'est-à-dire incapable de tendre la main aux autres. La France, sa vocation, c'est de tendre la main aux autres peuples du monde, c'est de se faire l'interprète de ceux qui sont les sans-voix, de se faire l'interprète de ceux qui n'ont pas la parole sur la scène internationale, comme nous l'avons fait pendant la crise irakienne. On m'a souvent dit, mais vous avez mené un combat qui, dans le fond, était stérile et qui a été perdu. Erreur. Ce combat n'a pas été perdu, pour une raison très simple. C'est que nous avons empêché l'Amérique de partir en guerre en Irak avec la légitimité des Nations Unies. Les Nations Unies, contrairement à ce que souhaitaient les Américains et les Anglais, n'ont pas obtenu le vote d'une résolution légitimant leur entrée en guerre. Et ils savaient, et ça a été la grande surprise pour eux, qu'ils auraient eu un veto. Et non seulement nous avons dit que nous mettrions ce veto, mais nous avons mobilisé les nations qui n'osaient pas toutes seules dire leurs convictions en leur disant que nous garantissions par notre veto leur totale liberté et indépendance de vote. Ça, les Américains l'ont compris, et nous avons évité à ce moment-là un affrontement direct entre l'islam et l'Occident. Et mon inquiétude d'une France qui se rangerait par aveuglement du côté de cet Occident, inquiet de la montée de l'islam, inquiet de ce Sud qui lui paraît souvent étranger, c'est justement qu'il n'y aurait plus d'éléments de dialogue et de passerelle, que nous serions dans une caricature de monde avec à nouveau, comme pendant la guerre froide, la logique des blocs, mais avec la différence de la guerre froide, c'est que la force était neutralisée par l'arme atomique, alors qu'aujourd'hui, du fait de la tentation américaine, il y a une réactivation de l'intérêt d'utilisation de la force. Donc nous sommes dans un monde beaucoup plus dangereux que celui de la guerre froide, et il faut éviter de sombrer dans ce partage des forces, de ce partage des blocs, et la France doit rester dans cette position d'équilibre et d'indépendance où elle est capable de dire ce qui est l'intérêt général mondial. Et là, je touche à une question qui me paraît essentielle. De la même façon, quand on parle d'une nation, on se pose la question de ce qu'est l'intérêt national. Eh bien, nous sommes dans un temps nouveau du monde. Vous qui aurez des responsabilités économiques, politiques, sociales dans ce nouveau monde, quel est aujourd'hui l'intérêt mondial? Quel est l'intérêt d'une communauté mondiale? Et comment peut-on vivre dans un monde qui traite les problèmes à l'échelon des États, alors que la grande majorité des problèmes du monde aujourd'hui dépassent le cadre des États? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie des problèmes du monde ne sont traités aujourd'hui par personne, parce qu'ils sont dans l'interstice des États. Et si l'on veut traiter ces problèmes, que ce soit les problèmes d'environnement, de justice mondiale, de pauvreté, posez-vous la question. Pourquoi, alors que nous aurions les moyens de régler les problèmes de la faim dans le monde ou les problèmes du sida, nous ne les réglons pas? Tout simplement parce que ces problèmes échappent à l'escarcelle de responsabilité d'un quelconque État souverain et que chacun se dit ce sont les autres qui le feront. Donc nous avons besoin d'une gouvernance mondiale, nous avons besoin d'une conscience mondiale, grâce à Dieu, elle émerge, et nous avons besoin d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire des États qui se dotent d'un multilatéralisme efficace et des moyens d'agir sur le monde, tout simplement parce que les citoyens du monde n'admettent plus que ces problèmes, depuis la fonte des glaciers jusqu'au problème de la pauvreté, ne soient plus traités.
Permettez de faire une suggestion au président d'université. Bien sûr. Puisque les universités vont être autonomes, paraît-il, et puisqu'elles vont être dotées de moyens de financement supplémentaires, je suggère qu'on climatise cette salle. Alors précisément, pour se focaliser sur le continent africain, vous ne pensez pas qu'il serait temps de rompre avec la politique un peu particulière qu'entretient la France et ses potentats africains, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas attendu la France et qu'elle n'est plus aujourd'hui la France la seule référence dans cette économie mondialisée. On sait qu'aujourd'hui, les Chinois, les Brésiliens travaillent beaucoup plus facilement avec les Africains. Vous soulevez plusieurs questions qui sont toutes très, très pertinentes. Rompre avec ce qu'on appelle la France-Afrique. Je crois qu'il faut, comme toujours, dès lors qu'on parle de rupture, bien faire la part des choses, parce que souvent la rupture est avancée pour justement ne rien faire, parce que ce n'est pas crédible. La France ne doit pas rompre avec l'attachement qu'elle a et avec la tradition qu'elle a d'un intérêt tout à fait fort vis-à-vis du continent africain. Nous sommes le pays qui a sans doute le plus agi et qui s'est le plus penché sur le destin du continent africain dans les dernières décennies. Est-ce que nous devons rompre avec ça? Non. Non. Aucune marque de désintérêt ne me paraît pertinente et utile. Par contre, nous devons rompre avec de vieilles pratiques qui ont eu cours dans les relations avec ce continent et qui sont le fait de la France, comme d'ailleurs d'autres États. Oui, mais jusqu'à la repentance ou pas? Mais vous savez, quand je dis vieille pratique, je ne pense pas forcément d'ailleurs à la repentance. Je pense à des choses beaucoup plus concrètes, pour employer un de vos thèmes et une de vos expressions. La repentance, ça implique, oui, de regarder l'histoire ensemble de la même façon, c'est-à-dire de faire en sorte que les historiens africains et nos propres historiens puissent s'efforcer, à travers la recherche historique, d'apporter un point de vue qui n'est pas celui du bon colonial qui se félicite de ce qu'il a fait pendant un certain nombre de siècles, mais beaucoup plus objectivement d'une histoire qui est une histoire qui a longtemps été commune, qui a donné un certain nombre, pour ne pas dire beaucoup d'erreurs, et qui a malgré tout marqué néanmoins l'engagement des Français et l'engagement des Européens vis-à-vis de ce continent. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. La repentance, c'est plus une exigence de lucidité qu'une repentance, à mon avis. Mais ce qui est indispensable, c'est d'être capable d'inventer une nouvelle politique avec l'Afrique. Et donc, ce n'est pas de rompre avec quelque chose, c'est tout simplement d'être capable de substituer à ce quelque chose qui a beaucoup vieilli et qui s'est fané autre chose de vivant, de porteur, et qui soit non pas simplement dans l'intérêt des gouvernements ou des États, mais dans l'intérêt des peuples. Ce qu'il faut apporter aujourd'hui, ce sont des preuves aux peuples africains de l'intérêt que nous leur portons, c'est-à-dire faire davantage en matière d'éducation, davantage en matière de santé. Et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas, à mon sens, assez imaginatifs. Pour prendre, puisqu'on parle de rupture, pour prendre ce qui a été un des apports dans la vie coloniale, à mon sens important, notre système militaire, pendant très longtemps en Afrique, était nourri par des dispensaires au fin fond de la brousse, de militaires qui s'adonnaient à ce service de santé et qui pouvaient ainsi, au plus proche de la population, apporter des réponses. Est-ce qu'on ne peut pas réinventer, non pas des militaires dans la brousse, mais des systèmes qui permettent à de jeunes médecins français de coopération, d'apporter et de se dévouer ainsi pour le bien africain? Je pense qu'on peut faire davantage dans ce domaine, de la même façon qu'on peut faire davantage en matière d'éducation ou en matière d'université. Donc concentrer notre aide dans des secteurs qui soient visibles par la population, qui soient partagés, plutôt qu'aujourd'hui, comme on le voit, sur des remises de dettes, c'est-à-dire dans le fond une aide très immatérielle, très invisible pour les populations et qui n'est pas marquée par la solidarité. Il est évident que quand les Chinois vont construire des ponts, quand les Chinois vont dans les villages et que les femmes chinoises s'installent dans les villages pour ouvrir des échoppes de services au service des Africains, c'est une coopération et c'est une aide autrement plus utile, plus fructueuse, y compris en termes économiques, que celle que nous pouvons apporter à travers nos grandes entreprises. Donc je pense qu'il faut renouveler notre regard, renouveler notre exigence, renouveler notre outil. Donc un examen critique très solide serait très utile. Ce que je vous propose en d'autres termes, c'est de faire un peu silence sur cette question, mais par contre de beaucoup travailler. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du travail, de la proposition. Il y a beaucoup d'experts, le président de la Caisse française de développement, beaucoup de gens qui sont passionnés par l'Afrique, qui ne demanderaient pas mieux que d'avoir des idées pour renouveler notre coopération, renouveler notre façon d'agir en Afrique. Je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. L'idée que l'Afrique puisse être un continent zéro, et puisse être renvoyé dans les poubelles de l'histoire, et que ça ne vaudrait pas la peine de s'intéresser à l'Afrique, est une erreur magistrale. L'Afrique est un grand continent.
L'homme africain est porteur de vraies valeurs. Et je pense que tous ceux qui aiment le monde gagnent à mieux connaître son continent, à travailler dans ce continent, à aller voir. Regardez à quel point l'Afrique est un réservoir de biens publics mondiaux. Regardez à quel point l'Afrique est un réservoir d'humanité, de sagesse ancestrale, dans les liens au sein de la population. Bien sûr, il y a les violences au Rwanda, mais il y a aussi tissé dans le profond de la population un savoir, une relation aux autres dont nous avons beaucoup à apprendre. Donc tout cela, ça doit enrichir notre culture. Nous avons une proximité avec l'Afrique, mais c'est vrai que le continent africain dérive de plus en plus à travers la suspicion, à travers la question de l'immigration, à travers les incompréhensions, à travers un sentiment parfois d'humiliation, dérive, s'éloigne de nous, et que de plus en plus cette Afrique est en train de se tourner vers d'autres regards. Je pense que c'est une grande malchance et un grand malheur pour l'Europe. Alors, parmi les autres grands thèmes de la scène internationale, il y a bien évidemment l'actualité des Jeux Olympiques à Pékin. Donc, vous vous accordez avec le président de la République pour la menace d'un boycott de la cérémonie d'ouverture. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un boycott de l'intégralité des Jeux Olympiques. Vous voulez faire pression sur les autorités chinoises sur la question du Tibet. Pensez-vous que cela soit réaliste au vu de notre situation économique ? Et la France est-elle en mesure de donner des leçons aujourd'hui ? Je vous ai dit ce que je pensais du réalisme utilisé à toutes les sauces, donc je ne crois pas que le problème soit celui du réalisme en l'occurrence. Le problème, c'est quel objectif poursuit-on dans cette affaire ? Et quels sont les intérêts profonds de la France et quelle est la vocation de la France ? Je pense qu'il n'y a aucun antagonisme, aucune raison d'opposer l'idée que nous nous faisons des droits de l'homme et la défense de nos intérêts. Et je pense que ce n'est que la maladresse diplomatique qui peut conduire à une interaction malheureuse entre ces deux éléments. La France a la vocation à dire ce qu'elle pense. Donc que nous disions aux Chinois par les voies appropriées, ce qui est dommage, c'est que nous avons laissé les choses se développer sur un plan public et que nous avons sans doute réagi trop tard. Mais très en amont, aller dire aux Chinois de façon très franche et très confidentielle, compte tenu de ce que nous savons des problèmes de face sur la scène internationale, il y a un problème. Et je le redis, ce problème, on l'a réduit à la question de l'ouverture des Jeux Olympiques. On l'a réduit à la question de savoir si tel ou tel chef d'État allait aller à cette cérémonie d'ouverture. Je pense qu'on a considérablement caricaturé le danger et le risque pour les Jeux Olympiques, qui me paraît beaucoup plus élevé. Le risque pour les Jeux Olympiques d'une cérémonie d'ouverture, ce n'est pas de savoir si M. Sarkozy, si M. Gordon Brown seront là ou pas là. Le risque, c'est de savoir si cette cérémonie d'ouverture ne sera pas complètement balayée, si les images officielles ne seront pas balayées par une contre-cérémonie qui l'emportera dans les esprits sur la réalité de la cérémonie. Je vous donne un exemple. 2 heures, 3 heures de retransmission officielle d'une cérémonie peuvent être battues en brèche par 2 minutes d'enregistrement d'un portable de la même scène, découvrant une réalité qui est apparue cachée aux caméras officielles. Si, dans les 10 minutes qui suivent la cérémonie d'ouverture des Jeux, vous avez une personne qui filme une scène, une banderole, comme celle qu'on a vue il n'y a pas très longtemps sur les bancs du Paris Saint-Germain, une banderole disant quelque chose qui est gênant, qui n'a pas été repris, on ne verra en boucle sur toutes les télés du monde et sur tous les internets du monde que ces 2 minutes du téléphone portable qu'il aura enregistré. Donc l'intérêt des Chinois, c'est pas que M. X ou que M. Y viennent, quelle que soit leur qualité, c'est que cette cérémonie fasse consensus dans l'esprit des citoyens du monde pour se dire place au jeu, place à la fête. Pour qu'il y ait place à la fête, eh bien, il faut que l'esprit soit à la fête. Et pour que l'esprit soit à la fête, il faut que les problèmes aient été réglés ou qu'ils soient en voie de règlement. Donc les Chinois ne peuvent pas faire l'économie d'un geste profond, durable, vis-à-vis du Tibet. Alors, quel que soit le procès d'intention, qu'ils aient le sentiment ou qu'on puisse leur faire sur cette question, je crois qu'il faut regarder avec beaucoup d'objectivité cette question du Tibet, voir quels sont les gestes qui sont possibles, et c'est à eux de déterminer, à travers une palette de possibilités, ce qu'il y a de mieux, et savoir que ces Jeux Olympiques peuvent être contrariés, une fois de plus, par les spectateurs, par les athlètes. Rappelez-vous les Jeux de Mexico, il y a des gestes symboliques qui l'ont emporté sur toute l'image des Jeux, par les athlètes donc, par les annonceurs. Vous pouvez parfaitement avoir, de la même façon que David Lynch a décidé qu'il ne participerait pas à la retransmission télévisée des Jeux Olympiques, avoir un certain nombre d'annonceurs qui disent écoutez, moi, je ne cautionnerai pas ceci ou cela. Donc si les Chinois veulent que ça se passe bien, il faut que les conditions soient réunies pour que ça se passe bien. Ce qui veut dire
que les Chinois ont un problème, que nous avons un problème et que nous avons tous intérêt à le régler. À partir de là, vous avez les bases diplomatiques pour faire avancer une juste solution. Quand vous caricaturez les choses, vous placez les Chinois en position d'accusation, vous leur dites dans le fond, il faut que cette cérémonie ait lieu, il faut que M. X et M. Y viennent. Ce n'est pas, à mon avis, prendre conscience de l'ampleur du sujet. Le sujet est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave, et si l'on veut, d'une manière générale, que les Jeux Olympiques se passent bien, il faut que l'unité marginale du manifestant n'ait pas la légitimité pour agir, c'est-à-dire qu'il faut que le sujet soit, en grande partie, réglé. Donc vous le voyez bien, c'est un problème collectif. Ce n'est pas un ballon qu'on se passe des uns aux autres comme on se passe le schmilblick, c'est un problème collectif et c'est l'intérêt de tous de régler le problème. Merci. Nous allons laisser la parole au public. D'abord, nous allons laisser la parole à un des représentants de Politique.net, un de nos partenaires. C'est bon ? Oui. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Ma question porte sur une question intérieure. Lorsque vous étiez Premier ministre, vous aviez fait de la bataille pour l'emploi votre priorité. La lutte contre le chômage, c'était votre principale obsession. Et d'ailleurs, à cet égard, vous aviez eu une mesure assez impopulaire, le CPE, qui avait entraîné le début de votre baisse dans les sondages et en quelque sorte votre mise hors jeu de la présidentielle de 2007. 2 ans après, le chômage n'a jamais été aussi bas et la bataille pour l'emploi, même si elle n'est jamais gagnée, elle est en tout cas en passe d'être gagnée. En tout cas, disons qu'à environ, je crois que le chômage est à 7% et donc il a considérablement diminué depuis 2 ans. Il se trouve que le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a fondé toute sa campagne sur le pouvoir d'achat. Et ma question donc est toute simple. Est-ce que vous ne pensez pas que les difficultés actuelles de la majorité présidentielle sont liées au choix du thème de campagne du candidat de l'UMP? Et ma deuxième question, si vous aviez été candidat, quel thème auriez-vous mis en avant dans votre campagne? Un mot d'abord de la bataille pour l'emploi. Vous avez raison de dire que le chômage a, d'une manière générale, continué de baisser. Le chiffre est un peu plus élevé que ce que vous avez dit. Mais il reste pour moi un certain nombre de problèmes tout à fait essentiels en termes de justice sociale, et en particulier en ce qui concerne le chômage des jeunes, qui, lui, a régressé infiniment moins, pour ne pas dire pas régressé, par rapport à un certain nombre d'autres parties de la population, et en particulier en ce qui concerne le chômage des jeunes dans les quartiers difficiles. D'un mot, je voudrais revenir sur ce qu'était l'esprit du CPE et sur le regret que j'ai qu'aucune mesure, qu'aucune politique n'ait été menée depuis en direction de ces jeunes les plus défavorisés, sachant que d'autres jeunes ont eux-mêmes considéré que ce projet les menaçait alors qu'ils n'étaient pas directement, en tout cas pas les plus concernés par le projet tel qu'il était conçu. Le projet du CPE, dont on a voulu dire qu'il avait été construit à la va-vite, était en fait directement issu du projet du CNE, qui lui-même marchait, puisqu'il a conduit à près d'1 million d'offres d'emploi, même si en chiffres réels, évidemment, ça ne correspond pas à autant d'emplois créés, enfin disons plus de 100 000 emplois directement créés. Donc une opportunité qui a été saisie par un certain nombre de personnes dans le cadre des petites et moyennes entreprises. Il m'a paru à moi très important de cibler ces jeunes que je n'ai cessé de rencontrer pendant mes 2 années à Matignon, à qui jamais, de 18 ans jusqu'à 24-25 ans, et ça continue après, jamais on n'a répondu à aucune des lettres qu'ils ont adressées et à qui les ANPE n'ont jamais été capables de faire une offre d'emploi. En d'autres termes, des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans un quelconque emploi et qui n'ont donc jamais pu, ni à travers un stage, ni à travers un projet d'embauche, même à l'essai, montrer les qualités qu'ils avaient. Et il m'est apparu important, même à travers une période de consolidation qui était 2 ans, c'est vrai que c'est long 2 ans, mais ma conviction, c'est que celui qui était dégagé, y compris à 2 ans moins 1 jour, il avait une expérience irremplaçable sur le marché du travail. Et si vous faites 2 fois 2 ans moins 1 jour, vous avez une expérience qui est un véritable passeport sur le marché de l'emploi. Et quand vous êtes issu d'une cité et qu'on ne vous propose rien, ça, c'est véritablement un atout qui change tout. Donc je considère que cette injustice, il fallait la régler, et je considère toujours que cette injustice n'est pas réglée.
Partant de là, j'avais un deuxième espoir. C'est que dans un monde dont je voyais à quel point il se mondialise, qui est un monde de plus en plus difficile, il ne faut pas se le cacher, mais qui est en même temps un monde qui comporte de plus en plus d'opportunités, je voulais situer les chances du côté du jeune. Et pour les situer du côté du jeune, il fallait situer, en quelque sorte, les opportunités dans sa main. Et je pensais qu'il valait mieux se réveiller le matin avec 3 offres d'emploi, plutôt que de laisser passer les mois sans jamais voir la queue d'une offre d'emploi. Or, l'avantage du CPE, c'est que dans la mesure où il rassurait l'employeur, il y avait beaucoup plus d'offres. Alors certes, la proposition pouvait, au terme de quelques mois, se heurter à des déconvenues et à la précarité, mais néanmoins, d'autres offres auraient été là et auraient renouvelé la possibilité pour ce jeune de profiter de cette situation. Je partais du principe qu'il y a des outils nouveaux à créer dans la mondialisation qui vous donnent une chance, qui vous donnent une expérience, qui créent un apprentissage, mais surtout qui font que quand vous vous levez le matin, vous êtes plus riche de la possibilité de saisir ou de ne pas saisir. Et si à midi vous considérez que le job vous déplaît, ben vous en changez. Il y a une fluidité de l'offre qui, à mon avis, est tout à fait essentielle. Alors sans tomber dans le système tel qu'il existe en Grande-Bretagne, c'est vrai néanmoins que c'est toujours plus agréable d'être testé et de voir une entreprise vous faire confiance, même si c'est pour une période malheureusement pas assez longue, parce que ça vous donne la possibilité de montrer vos qualités et vos talents. Et c'est à vous, après, à faire le chemin qui vous permet de consolider cet emploi. Donc il y avait là un élément de variabilité, de flexibilité, un élément de preuve possible pour le jeune, qui, à mon avis, fait défaut aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment beaucoup de grandes entreprises, ne pas recruter sur le marché français, parce qu'il y a plus de flexibilité sur d'autres marchés de l'emploi européens et qui préfèrent s'adresser à d'autres jeunes Européens, tout simplement parce qu'ils vivent dans un monde où le carnet de commandes évolue en permanence et qui ne veulent pas être alourdis par des législations ou des régulations beaucoup trop lourdes, beaucoup trop contraignantes. Donc je crois qu'une nouvelle fois, il y avait certes un risque supplémentaire, mais la contrepartie de ce risque supplémentaire, c'est que c'était autant de chances à saisir supplémentaires. Moi, je crois à cette logique du risque et à cette logique du risque partagé qui vous permet, quand vous croyez en vous et quand vous êtes bon, de faire vos preuves. Et je regrette que souvent, par volonté d'être excessivement rassuré, par volonté d'avoir une sécurité très forte, on se prive de cette possibilité en permanence d'acquérir de nouvelles chances et de nouvelles expériences. Donc voilà pour la partie CPE. Pour la partie pouvoir d'achat, je pense qu'il y a eu un malentendu pendant la campagne présidentielle. Et je pense, compte tenu de ce qu'était la conjoncture de la France, que la rupture affichée a accru encore l'impatience des Français et le sentiment que tout était possible tout de suite. Et je pense qu'une campagne présidentielle, c'est au contraire l'occasion rêvée pour faire de la pédagogie, pour expliquer dans quel temps on se situe. Le temps qui était celui de la présidentielle, le temps économique et le temps social qui était celui de la présidentielle, était par nécessité un temps difficile qui appelait, à mon sens, à l'esprit de responsabilité. C'est-à-dire pas à la promesse multipliée, qui suscite des déconvenues. Et que sur le pouvoir d'achat, on pouvait faire miroiter un regain de croissance pour la France, dès lors que structurellement, on vantait des réformes qui permettraient d'obtenir ce regain de croissance. C'est vrai que plus de compétitivité, c'est vrai qu'un effort accru en matière d'innovation et de recherche, c'est vrai qu'une bonne réforme des universités et de l'éducation, tout cela est susceptible de donner plus de chances, plus d'atouts, plus d'outils pour nourrir la croissance. Mais cela se fait, vous le voyez bien, dans un deuxième temps. Le pouvoir d'achat, il n'est qu'une résultante d'actions menées à travers les structures. C'est pas j'ouvre les caisses et je distribue. Ça, c'est évidemment une promesse qu'il est impossible de tenir. Donc je crois que c'était l'occasion, à travers la campagne présidentielle, de faire de la pédagogie économique. Et vous qui étudiez pour beaucoup les sciences économiques, convenez avec moi que c'est une science très mal enseignée, très mal partagée, très mal comprise en France. Parce qu'on veut croire en permanence au miracle et qu'on ne veut pas comprendre les mécanismes très simples, parfois, de l'économie, qui ne demandent pas fortes équations pour arriver à appréhender cette réalité économique. Donc, voilà, si on investit plus, si on fait des réformes de structure qui permettent de mieux appréhender le marché de l'emploi
eh bien on aura plus de croissance. S'il y a plus de gens qui travaillent, on aura plus de croissance. Mais c'est la résultante d'une mobilisation nationale qui permet, au bout du compte, de gagner en pouvoir d'achat. Je pense qu'il a manqué ce temps d'explication, ce temps de pédagogie, et que la promesse l'a emporté. Alors, je ne suis pas naïf, je sais qu'il est plus facile de gagner une campagne présidentielle en promettant la Lune qu'en ne promettant rien du tout. Mais ça participe aussi de l'éducation du citoyen, et un an après, nous devons tous participer de cette éducation. Quand je dis nous tous, c'est citoyens, responsables politiques, responsables médiatiques. C'est vrai que cette campagne a été aussi capturée par des médias qui avaient fait un choix. Mais si vous voulez, à partir de ce moment-là, on raconte beaucoup de balivernes aux Français. Eh bien, la démocratie, c'est de ne pas se laisser prendre en otage. Les Américains, les médias américains ont pris en otage la démocratie américaine pendant la crise irakienne. Et mon sentiment, c'est qu'il s'est passé un peu la même chose, toute proportion gardée, au moment de la campagne présidentielle. Personne n'a jamais intérêt à détourner la démocratie de son objet. Et un bon journaliste, c'est un journaliste qui peut en conscience relire les papiers qu'il a écrits 6 mois avant, 1 an avant. Et je trouve dommage pour ma part que trop souvent les médias soient dans la main d'industriels qui sont partie prenante du jeu politique et du jeu économique. Il y a une consanguinité, j'ai été l'un des premiers à dénoncer l'esprit de cour dans ce pays, je l'ai dénoncé à travers des livres d'histoire, à travers des livres politiques. L'esprit de cour, c'est une véritable vérole. Et l'esprit d'indépendance, c'est pas seulement un esprit qu'il faut défendre à l'extérieur, c'est un esprit qu'il faut défendre à l'intérieur, pour chaque citoyen. Indépendance de jugement. On n'a pas à lire la une de certains journaux comme on lit les bulletins officiels. Je vous promets que dans certains cas, l'époque impériale, à bien des égards, paraissait plus libre que parfois la lecture des quotidiens nationaux. Et j'estime qu'il y a un besoin d'indignation, un besoin d'audace dans la critique qui fait défaut. Si vous lisez la presse de l'entre-deux-guerres, la presse de la Troisième République, croyez-moi, elle est infiniment plus venimeuse, infiniment plus, à certains égards, courageuse que ne l'est la presse aujourd'hui. Et on rit parfois, parce que l'esprit de dérision est très fortement poussé dans notre pays, mais on rit parfois au détriment du jeu démocratique lui-même, qui devrait exiger beaucoup plus de transparence. Évidemment, c'est très difficile en démocratie de lutter contre des politiques qui prétendent à la transparence. Parce que la transparence, en politique, c'est toujours le maquillage de quelque chose. La transparence, c'est montrer ce que l'on veut bien montrer. Mais à charge pour les journalistes d'être suffisamment curieux pour regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Et ce qui intéresse le citoyen, c'est de comprendre les mécanismes complexes de la décision politique, de l'opinion démocratique, et c'est tout cela qui fait défaut. Alors moi, je souhaiterais qu'il y ait une mobilisation et le retour à un esprit d'imagination et de critique. C'est vrai pour les intellectuels, c'est vrai pour les universitaires, c'est vrai pour le citoyen, c'est vrai pour les médias. Ils ont tout à gagner à retrouver du crédit. Vous savez, quand vous voyez le déclin de la presse écrite, j'allais dire que vous faites le tour de la presse écrite. Moi, en général, je fais le tour de la presse dans ma voiture. Heureusement que mes trajets se sont raccourcis, parce que au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à lire. On manque de nourriture. Tout tourne en rond, tout tourne en boucle, c'est toujours la même chose, c'est vraiment de la pâtée pour chat. On a envie d'être nourri, on a envie d'être élevé, on a envie d'être grandi. On ne demande pas à des journalistes de répéter en boucle ce qu'ils ont entendu dans les arrière-cours de l'Élysée, de Matignon ou des gouvernements. On leur demande de comparer avec ce qui se passe ailleurs, de comparer avec d'autres périodes historiques, d'émettre des jugements, de relativiser, de penser à ce qui se passait il y a 1 an ou 2 ans, d'avoir un peu de distance critique par rapport à tout ça. On a le sentiment qu'on peut annoncer n'importe quoi, ce sera repris tel quel. Tout ça me paraît, une fois de plus, dangereux pour l'esprit civique et l'esprit démocratique. Il faut aller beaucoup plus loin dans la conscience nationale. Oui. Madame, allez-y. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je voulais vous poser une question de politique étrangère. Je voulais savoir quelle était exactement votre position sur ce que doit être la place de la Russie dans le monde et les rapports de la France avec la Russie, car la Russie est un sujet, surtout ces dernières années, un sujet source de beaucoup de démagogie et beaucoup de désinformation. Merci. J'attache beaucoup d'importance à la Russie, d'abord sur le plan européen et bien évidemment ensuite sur le plan mondial.
Et on oublie parfois qu'il y a une grande aventure russe dans l'histoire de France. L'histoire de l'Empire n'aurait pas été le même si le partenariat qui a été noué par l'empereur à Tilsit et Erfurt avait véritablement débouché sur une vision commune de l'intérêt européen et de l'intérêt mondial. Donc il y a beaucoup, à travers l'histoire, d'occasions manquées et de malentendus avec la Russie, et je vous rejoins sur le sentiment qu'il y a un manque de lucidité, je ne dirais pas réalisme, aujourd'hui dans l'appréciation qui est faite de la Russie. La Russie, d'abord, c'est un immense pays, un pays immensément riche. Ça ne suffit pas à l'absoudre de toutes les critiques, bien au contraire. Mais il y a une tradition russe, il y a une histoire russe, il y a une culture russe, il y a une vision russe des relations internationales et du monde. Et tout cela, nous ne devons pas le méconnaître. Donc nous devons être capables de resituer la politique russe dans une perspective et de comprendre aussi ce qui pèse sur la Russie en termes d'intérêts et de contraintes. La politique russe, elle s'édifie à partir d'un certain sentiment national, à partir d'une certaine frustration, et aujourd'hui, à partir d'un profond sentiment d'échec que vous constatez quand vous entendez quelqu'un comme Vladimir Poutine vous dire que la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'est sans doute la chute de l'Union soviétique. Si vous cherchez à comprendre pourquoi il dit ça, vous mesurez le désarroi et l'humiliation de la Russie, et vous comprenez par quel chemin la Russie veut aujourd'hui peser sur le destin du monde. Comprendre les ressorts de l'action d'une puissance, c'est déjà être capable de faire un bout de chemin avec elle. Donc la Russie ne s'arrêtera pas là. Et la Russie ne sera que confortée négativement par toutes les attaques directes et brutales qui pourraient soit l'humilier, soit lui donner le sentiment qu'on ne la respecte pas ou qu'on ne lui donne pas un avenir auquel elle aspire. Je crois qu'il faut donc accompagner la Russie dans son évolution. Ça veut dire un travail de fond, ça veut dire d'être capable de gagner l'estime et la confiance de la Russie, pas uniquement des décideurs russes, mais à tous les échelons, partenaires économiques, partenaires culturels, le peuple russe. On oublie souvent quand on s'oppose très directement et très frontalement à des dirigeants, que souvent on coupe les ponts avec le peuple lui-même. Il y a des pays qui en subissent gravement les conséquences. Je pense à des pays certes plus petits, mais des pays comme la Somalie, des pays comme la Birmanie, des pays comme le Zimbabwe se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils attendent la fin d'une histoire qui semble ne pas venir et où ils ont le sentiment que, eh bien, que les peuples sont pris entre parenthèses. Donc je crois, l'Iran est un autre exemple, d'occasion manquée par l'histoire. Donc je crois que chacun a une responsabilité de tisser des liens à son niveau. Aujourd'hui, il y a à mesurer le chemin qu'il reste à parcourir pour la Russie en termes démocratiques, en termes institutionnels, et il y a l'obligation de prendre en compte les inquiétudes et la peur russe, et notamment de la part de leurs interlocuteurs européens. Je pense qu'une Europe qui s'est réunifiée et qui s'est ressoudée à travers le temps, beaucoup plus qu'à travers une dynamique de l'Union européenne, puisque ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'OTAN avancer beaucoup plus vite au fil des dernières années que l'Union européenne. C'est donc une Europe qui inquiète encore plus la Russie. Donc je suis pour que l'Europe retrouve sa vocation politique. Je trouve que l'Europe doit retrouver un moteur et des projets qui doivent pouvoir être partagés avec la Russie. À partir du moment où il y a un avenir possible pour l'Union européenne avec la Russie, il y a quelque chose qui se remet en marche et qui, en quelque sorte, désinhibe la Russie, désisole la Russie, qui a tendance à ne voir dans l'Europe qu'un allié marginal des États-Unis réglant des comptes avec la Russie et cherchant à marquer des points contre elle. Donc il faut remettre l'histoire en marche. Ça veut dire que l'Europe doit redevenir adulte, l'Europe doit peser son poids sur la scène mondiale avec une parole exigeante. Et la diplomatie, c'est fait aussi pour ça, faire passer des messages difficiles, montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, montrer qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas prêts à passer, mais faire miroiter en contrepartie des objectifs et des perspectives qui sont très importantes, mais que nous n'offrons pas aujourd'hui. Les perspectives pour l'économie russe, les perspectives pour l'évolution de la société russe, les perspectives dans les relations culturelles avec la Russie doivent être largement montrées, largement exposées, pour permettre à la Russie de comprendre que c'est son intérêt
d'aller au-delà de certains comportements primaires qui ne sont pas pour nous compatibles avec la prise de responsabilité sur la scène mondiale. Je pense exactement la même chose de l'Iran, qui est un pays pour moi tout à fait symbolique de l'absence de maturité de notre système international. L'Iran est un pays qui aujourd'hui n'est vu qu'à travers le prisme du nucléaire. Or, la négociation avec l'Iran n'a jamais été complètement menée. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai mené la première partie de la négociation avec le ministre des Affaires étrangères allemand et le ministre des Affaires étrangères britannique. Nous sommes allés là-bas jouer la première partie, c'est-à-dire en gros dire aux Iraniens, l'Europe est prête à jouer avec vous si vous acceptez d'arrêter vos projets d'enrichissement de l'uranium et de vous consacrer au développement économique et social de votre peuple. Et là, nous sommes prêts à mettre très lourd dans la balance. Manque de chance, ce très lourd n'était pas suffisant. Parce que l'Iran regarde vers les États-Unis, et ce qui intéresse l'Iran, c'est ce que les États-Unis peuvent mettre dans la balance. Jamais les Américains n'ont accepté de participer à ces négociations. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une séquence absolument ridicule et folle, où nous envisageons une frappe de l'Iran qui devient crédible dès lors que certains pourraient être élus aux États-Unis, sans avoir mené la négociation possible de paix, qui trouverait une solution si les Américains acceptent de se mettre à la même table avec les Iraniens et les Européens. Parce que ce que nous proposerions à l'Iran alors le serait d'une seule voix et serait suffisamment attractif et intéressant à la fois en termes d'égo iranien, et la Perse est un vieux pays qui attend justement ce geste-là, ce geste lourd, et à la fois très intéressant en termes d'intérêt économique et social. Regardez comment, in fine, l'Amérique a accepté de se joindre aux négociations sur la Corée du Nord. Ce problème qui paraissait insoluble. Le monde qui paraissait menacé par ce petit pays qu'est la Corée du Nord, tout simplement parce que les États-Unis ne voulaient pas se mettre autour de la table. Eh bien, les États-Unis, à la demande des pays d'Asie, ont finalement accepté de se mettre autour de la table, et le problème a été réglé. Et on a trouvé les voies d'un compromis qui permet aujourd'hui d'envisager la fin de la prolifération en Corée du Nord. Donc, chaque pays a une responsabilité, et qu'on ne vienne pas m'expliquer que les Américains ne peuvent pas se mettre autour de la table parce qu'en 1979, ils ont subi un traumatisme incommensurable. En politique, on a des devoirs. Quand on est une grande puissance, on a le devoir de chercher la paix. C'est vrai pour l'Iran, c'est vrai pour les territoires palestiniens. Et il y a là, à mon avis, un manque profond de responsabilité de la part de la puissance américaine qui fait de l'unilatéralisme une farce. Quand vous êtes en situation de puissance, vous avez des devoirs. Or, l'Amérique n'a pas rempli ses devoirs essentiels, certes à remplir avec les Européens et avec d'autres puissances, mais l'Amérique n'a pas marqué sa volonté de se mettre autour d'une table, et en particulier avec les Européens, pour régler le problème palestinien, alors que paradoxalement, nous sommes tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire, et plus le temps passe, plus les voies d'un règlement paraissent aujourd'hui complexes. Donc, régler cette question, régler celle de l'Iran, vous voyez bien à quel point la diplomatie, c'est pas uniquement de se mettre autour d'une table, de dialoguer, il y a des solutions possibles, à condition qu'il y ait une volonté politique. Mais pour cela, il faut sortir de cette logorée idéologique qui veut que si les Iraniens ceci, on les frappera, si... Non, il faut inventer par l'imagination les voies d'une solution, et les solutions sont possibles. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Alors, trois rapides questions. La première, sur le plan national. On est dans une université un petit peu particulière parce qu'on sélectionne les étudiants. On vous a entendu parler malicieusement de la réforme des universités tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la réforme en soi est bonne? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la sélection des étudiants? Voilà pour la première question. La deuxième, sur un plan international, très rapide. On vous entend beaucoup parler des États-Unis. Vous avez l'air de redouter l'élection de John McCain. Alors, qui de Obama ou de Clinton préfériez-vous avoir pour les relations avec la France? Et la troisième, beaucoup plus politique, en vous écoutant, on vous sent beaucoup plus proche d'un Manuel Valls que de l'actuel président de la République. Alors, est-ce que vous ne voulez pas aider le Parti socialiste qui a l'air de bien en avoir besoin? Merci. Merci de votre proposition. Sur votre première question, sur l'autonomie des universités, la réforme plus généralement des universités. D'abord, constatons un non-dit qui traduit bien l'hypocrisie de la société française. La sélection existe dans les universités françaises. Elle est même diabolique. Quand vous voyez le nombre d'élèves qui quittent la première année et la deuxième année sans diplôme, c'est bien la marque d'une sélection cachée.
Il y a un agenda caché dans une université qui fait que certains sont destinés à passer le cap de la 2e année et d'autres sortent sans diplôme, et en général c'est toujours les mêmes, parce qu'ils ont été mal conduits, parce qu'ils sont mal accompagnés, parce qu'ils sont mal préparés, et chacun se voile la face sur cette réalité-là. Il est bien évident que la sélection, quand elle n'est pas organisée, est infiniment plus injuste que quand elle est organisée. Et donc moi je suis pour une logique de responsabilité dans l'université. Et je suis surtout dans une logique de projet, c'est-à-dire je veux le meilleur pour les étudiants. Il est bien évident que quand les conditions matérielles ne sont pas réunies, il est extrêmement difficile d'apprendre et d'étudier. Et quand votre diplôme, au bout du compte, alors que vous vous êtes beaucoup battu, n'a pas beaucoup de signification sur la scène mondiale, alors que vous devez chercher un emploi sur la scène mondiale, et si ce n'est pas absolument vrai encore aujourd'hui, ça le sera absolument demain, eh bien, on trompe les étudiants. Donc votre problème à vous, c'est que vaudra mon diplôme quand je me présenterai à un employeur japonais, soit à Paris, soit à Bruxelles, soit à Tokyo, soit à Pékin, ou un employeur sud-africain, ou un employeur de la même nationalité à la tête d'une entreprise française. Si vous ne voyez pas une petite lueur briller dans ses yeux, bah, c'est raté. C'est bien dommage de faire des études avec le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance. Donc je crois que l'université doit offrir un parcours qui soit infiniment plus qualifié que celui d'aujourd'hui, infiniment plus volontaire que celui d'aujourd'hui. L'université doit être un lieu de rassemblement des énergies, de rassemblement des possibilités, que les règles du jeu soient plus claires, que l'esprit de responsabilité, y compris les étudiants. Moi, j'ai beaucoup étudié aux États-Unis et dans mes déplacements vu beaucoup de systèmes différents. Mais moi, j'aurais très honnêtement préféré, y compris quand j'avais 20 ans, devoir y aller de ma propre poche pour payer mes études, sachant que quand vous êtes vous-même comptable de l'argent que vous dépensez pour votre propre avenir, sachant qu'après il faudra rembourser le crédit que vous aurez eu, vous êtes infiniment plus motivé. Combien d'heures perdues, combien de semaines perdues à ne rien foutre, à glander avec des copains, à ne pas savoir où on va, à se poser des mauvaises questions, alors que croyez-moi, quand la feuille de route est claire, quand on sait très clairement l'objectif que l'on vise, les choses sont beaucoup plus simples. Donc je pense qu'il faut simplifier tout ça. Et une fois de plus, il ne faut pas avoir peur du risque. Alors, rien n'est pire qu'une sélection injuste. Donc, je crois que tout le problème, c'est pas faut-il ou pas instaurer la sélection, mais quelle sélection faut-il instaurer ? La démagogie n'a jamais rien fait avancer, et certainement pas en ce qui concerne la jeunesse. Je crois que qu'il y ait un classement des universités exigeant, que ce classement vaille pour la France comme pour l'étranger et qu'il traduise une véritable reconnaissance, tant mieux, parce que de toute façon, c'est ce qui existe. Et le risque, c'est justement que la valeur même de nos diplômes ne soit pas reconnue parce que, en gros, nous ne serons pas traduisibles dans nos compétences vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des entreprises étrangères. Donc je crois que le système, tant des grandes écoles que des universités, est à revoir très au-delà de la LRU. Je pense qu'il faut penser en profondeur l'avenir de l'université pour 10, 20 ans. Je pense que les parcours doivent être infiniment plus diversifiés. Le parcours homogène en 4 ans, et je vois que la tentation, c'est en permanence de prolonger, et sans doute une tentation qui ne répond pas tout à fait aux besoins de l'économie mondiale. Donc je crois que, là encore, avec le souci du pragmatisme, avec le souci de l'égalité, le fait d'introduire plus de sélection, le fait d'introduire plus de motivation dans le choix des études est une bonne chose. Et par contre, s'interroger sur les raisons qui conduisent une bonne partie de ceux qui entrent à l'université à en sortir sans diplôme, démotivés et dans les pires conditions, parce que je crois qu'il vaut mieux entreprendre et réussir que entreprendre, se planter et avoir le sentiment de l'échec qui vous poursuit pendant une bonne partie de votre vie. Donc je crois que de ce point de vue, on n'est pas tout à fait au bout de la réforme qui a été engagée, même si je pense que c'est une première étape utile, réduire, dégraisser les conseils d'administration, simplifier la logorée universitaire, tout ça c'est bien, mais certainement être capable d'aller jusqu'au bout d'un processus qui place les universités devant des objectifs, des feuilles de route, des diplômes reconnus, valorisés, quantifiables, monnayables, tout ça, ça participe du monde tel qu'il est. Alors il y avait une deuxième question. Obama,
Clinton. Oui, c'est évidemment pas à moi à exprimer un choix quelconque vis-à-vis des Américains. Ce que je regrette, c'est que ça ressemble un peu à un jeu de quilles, l'élection américaine, et que les coups que se donnent Obama et Clinton discréditent l'un et l'autre, et au bout du compte diminuent leurs chances. Et il y a fort à parier que s'étant épuisé dans les primaires, celui qui sorte du match ait beaucoup de mal. Et beaucoup de mal à retrouver une crédibilité et un sérieux compte tenu des coups que chacun dans son camp aura porté à l'autre. Donc, personnellement, je regrette un peu cela. Il est évident que, historiquement, dans le monde d'aujourd'hui, qui est celui de l'émergence des nouveaux acteurs, parce qu'une fois de plus, la marque de fabrique de notre monde, c'est l'émergence du Sud. Il n'y a pas de doute, aujourd'hui, le label Sud, c'est ce qui ressort victorieux des grandes relations internationales de la fin du XXe siècle. C'est cette affirmation du changement de puissance. L'Amérique est en train de passer le témoin à d'autres. Pour ma part, je m'en félicite. Je crois que c'est bien d'entrer enfin dans un monde multipolaire. Il se trouve que ce monde multipolaire, il se fait par la victoire du Sud. Je ne m'en plains pas. Je trouve que c'est bien. Que l'Amérique réussisse ce tour de passe-passe formidable, à ce même moment, à donner une chance à un noir américain comme Obama, je trouve que ce serait une formidable ruse de l'histoire. La marque de la capacité de l'Amérique à rebondir au lendemain d'un parcours des dernières années qui me paraît plus que critiquable. Voilà, l'avenir dira quelles sont les capacités des uns et des autres et quelles sont les chances des uns et des autres. Mais je pense que de ce point de vue-là, pour l'Amérique, c'est un choix audacieux, c'est un choix formidable et relativement exaltant. Troisième question. Plus polémique. Ah oui, oui, le tourniquet avec le Parti socialiste. Vous savez que des gens, je ne dis pas du même génération, parce que Manuel Valls est plus jeune que moi, mais il y a longtemps que j'ai vu qu'il y avait des gens avec lesquels on pouvait être en empathie sur la scène politique, au-delà de l'engagement politique. Il est évident que je me sens beaucoup plus proche d'un certain nombre de responsables, même s'ils ne sont pas de la même étiquette que moi. Quand j'écoute Dominique Strauss-Kahn parler d'économie ou de social, je ne me sens pas dépaysé. Quand j'écoute Manuel Valls de la même façon, et quand j'écoute certains de mes congénères, je suis par contre stupéfié. Ça ne veut pas dire que je me sens plus d'un camp que de l'autre. Je pense que autant les partis sont nécessaires à la démocratie, autant je trouve que l'esprit de parti est un fléau. Et je trouve que le fait de vouloir stériliser chacun des camps dans une opposition où tout ce que dit l'un est bien et tout ce que dit l'autre est mal, est ridicule. Donc, personnellement, comme gaulliste, j'en appelle au rassemblement et à la possibilité de dépasser les camps. Je ne dis pas que j'en arrive à souhaiter une situation dans notre pays où on puisse à nouveau rêver d'une union nationale, parce que je craindrais qu'elle ne ressemble un peu trop à une cohabitation. Mais c'est vrai que si on avait un peu la fraîcheur d'esprit, non pas pour faire à coup d'expédient des ouvertures, mais pour faire un vrai rassemblement des compétences et une vraie capacité à servir les Français dans ce que je crois être un moment crucial de notre histoire, dans un moment où la responsabilité des politiques est majeure, dans un moment où on ne peut que souhaiter que le président de la République, quel que soit le degré de sympathie qu'on ait pour lui, et le Premier ministre et le gouvernement réussissent, parce que c'est l'intérêt du pays. Mais pour se donner les moyens de réussir, c'est vrai que la capacité à rassembler autour d'idées et autour de projets, au-delà des hommes, une fois de plus, je crois que oui, c'est tout à fait souhaitable dans notre pays. Je ne désespère pas, bon an, mal an, à travers malheur ou bonheur, on y arrive. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour l'Europe d'affirmer son indépendance. Et l'affirmation de l'indépendance passe par, je dirais, la création de liens, notamment avec le Sud. Et ma question porte sur le processus de Barcelone, notamment. Le président Sarkozy en a fait son cheval de bataille, notamment, avec les pays du pourtour méditerranéen. Mais personnellement, je remarque que ce même processus de Barcelone était un peu à l'arrêt, depuis qu'il a été, on va dire, soulevé. Quelles seraient vos propositions ou votre cheval de bataille justement pour prendre ce problème à bras le corps et pour réellement créer une union méditerranéenne, une union de la Méditerranée? La diplomatie ressemble beaucoup à l'art de la danse et en particulier à l'art du tango. Tout est dans les temps. Je pense que le concept d'union de la Méditerranée est un bon concept et je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de s'atteler à cette réflexion. Est-ce qu'il l'a fait dans le bon temps et de la bonne façon? Il est évident, et on peut le constater facilement, qu'un certain nombre de nos partenaires n'ont pas apprécié les propositions qui ont été faites et qu'elles ont considéré qu'elles divisaient l'Europe. Toujours ce problème du rassemblement. Se poser la question, est-ce qu'on divise ou est-ce qu'on rassemble et dans quel ordre on fait les choses? Il y a des choses qu'on peut faire facilement
Une fois qu'on a acquis une dynamique, c'est plus facile à 50, 60 à l'heure de faire un certain nombre de choses que de les faire à l'arrêt. Ma conviction, c'est qu'il y a un certain nombre de préliminaires pour véritablement penser la Méditerranée. Et il y en a, à mon sens, 3. Et qui, tous les 3, sont des crises. Le Sahara occidental, que le monde entier, et en particulier que des pays européens, comme les pays du Maghreb, butent sur cette question du Sahara occidental, sans être capable d'avancer d'un iota, c'est quand même peine. Ça fait vraiment, c'est un supplice. De voir à quel point la volonté n'est pas capable de l'emporter sur des fatalités, alors même que tout devrait aller dans le sens du règlement, et en particulier l'intérêt de ces peuples. Comment voulez-vous que le développement économique, social de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de tous ces pays du Maghreb puisse se faire? Comment voulez-vous que l'intégration régionale maghrébine puisse se faire si on ne règle pas le problème du Sahara occidental? Quand vous pensez que la frontière est fermée entre l'Algérie et le Maroc, mais c'est invraisemblable. Donc, régler le problème du Sahara occidental. Deuxième question, régler le problème de Chypre. Comment voulez-vous penser la Méditerranée quand on ne reconnaît pas l'ensemble des États, la Turquie ne veut pas reconnaître une partie de Chypre, la Grèce se bloque sur l'autre partie, les plans faits par les Nations Unies sont rejetés. Enfin, je veux dire, on peut se battre pour beaucoup de choses, mais enfin se battre pour Chypre, on doit bien être capable de trouver les voies d'un règlement. Alors qu'on se mette à 27, il y a des gens de talent autour de la table et qu'on voit comment rapidement on peut régler les problèmes. Parfois, dans les temps difficiles, régler des problèmes en y mettant tout simplement le prix, ça a une vertu. C'est que ça montre qu'on est capable de faire quelque chose. Vous savez, quand vous avez fait beaucoup d'erreurs dans votre vie, je parle de la vie personnelle, il faut parfois réduire son ambition et faire des exercices un petit peu plus simples. Vous vous fixez dans la matinée, non pas de lire 3 livres, mais de lire 10 pages. Vous lisez 10 pages, vous dites c'est formidable, j'ai lu 10 pages ce matin. Évidemment, si vous êtes un peu dépressif, vous vous dites j'ai remporté une grande victoire sur moi-même. Et l'après-midi, plutôt que de faire la sieste, vous dites je vais faire une promenade, formidable, j'ai fait le tour de pâté de maison, ça va déjà mieux. Et bien c'est pareil en matière internationale, il faut se fixer des objectifs. Troisième objectif, un peu plus difficile celui-là, mais indispensable, régler le problème palestinien. Comment voulez-vous que les pays arabes croient un tant soit peu la diplomatie mondiale, croient un tant soit peu la capacité des Européens et des Américains, tant qu'on n'a pas réglé le problème palestinien? Enfin, écoutez, c'est impensable. Et vous pensez que ça n'a pas de conséquences sur les équilibres du monde, sur le terrorisme, sur le sentiment d'injustice des peuples? Mais c'est inqualifiable. Donc, que Nicolas Sarkozy décide qu'il va mettre à la une de son action diplomatique ces 3 questions, déjà, on aura l'occasion d'affirmer l'indépendance de la France et la volonté française de contribuer au règlement des crises. Et qu'une fois cela, on fasse miroiter une véritable union de la Méditerranée, qui aura des structures, un parlement, où Israël sera autour de la table, où les perspectives économiques et les grands projets politiques pourront être de retour, oui, mais donnons-nous les preuves d'un vouloir-vivre méditerranéen. Comment voulez-vous construire une union de la Méditerranée alors qu'on n'est pas sûr que tous ces pays aient envie de vivre ensemble? La première règle, c'est est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et quelque part sur le plan national, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et quel prix est-on à payer pour continuer à vivre ensemble tout au long de ce siècle et des siècles prochains? Eh bien, tout ça, ça a un prix. Et ça a un prix qui passe par le fait que ceux qui ont plus donnent un peu plus pour emporter l'adhésion de ceux qui ont un peu moins, qui vont croire à nouveau dans la capacité redistributive de notre système. Donc il y a un ticket d'entrée qui crée la crédibilité. C'est vrai en matière diplomatique, c'est vrai en matière politique. Faisons les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, il y a un formidable scepticisme en France et il y a un formidable scepticisme en Europe. Nous avons besoin de succès, nous avons besoin de victoires. Fixons l'horizon des victoires possibles. Attelons-nous à ces victoires possibles. Et on gagnera la bataille de la Méditerranée quand on aura gagné la bataille de Chypre, la bataille du Sahara occidental, la bataille de la Palestine. Et cette bataille, ce sera une bataille commune, un succès commun, emporté par tous. Et quelle leçon pour les diplomaties du monde. Donc je pense que cette prise de responsabilité, elle est indispensable. Il faut se fixer des objectifs et à partir de ces objectifs, se fixer des objectifs encore plus ambitieux. La démarche qui avait été celle des Européens à travers l'histoire européenne, vous l'avez vu, avant de faire la communauté économique européenne, on a fait la CECA. Et on a fait la CECA sur quoi? Sur l'acier et le charbon. C'est quoi l'acier et le charbon? C'est les 2 moteurs qui ont alimenté les guerres en Europe pendant des siècles. Eh bien, réglons les problèmes des guerres et de paix en Méditerranée, comme on a réglé les problèmes de guerre et de paix en Europe, et à partir de là, on pourra s'atteler à la construction d'une véritable architecture méditerranéenne ambitieuse, où on ne se regardera pas en chien de faïence, où on ne se dira pas « je veux bien avoir les uns mais pas les autres, je ne veux pas de Chypre, je ne veux pas d'Israël, je ne veux pas des Algériens ». Enfin, où va-t-on?
Donc, d'abord, donnons-nous des preuves de notre volonté de régler ensemble les problèmes. Monsieur le Premier ministre. Une dernière question. Oui, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bruno Punel pour Casado TV. Je suis allé cet après-midi à la manifestation lycéenne et étudiante qui a eu lieu à Place de la République à Paris. Vous savez que les étudiants et les lycéens manifestent contre la suppression de postes d'enseignants prévus à la rentrée prochaine. Ma question est simple. Est-ce que vous comprenez les revendications et surtout les inquiétudes de ces jeunes adolescents qui s'inquiètent pour la capacité d'apprentissage? Et surtout, avec votre expérience, que doit faire le gouvernement, selon vous, pour solutionner ce malaise avec les lycéens actuellement? Oui, j'ose à peine répondre, parce qu'on m'a suffisamment reproché un certain nombre d'erreurs en matière de négociation sociale, que ce serait un boulevard d'hypocrisie de vous répondre très facilement. Mais il suffisait de négocier, de dialoguer, on n'en serait pas là si. Non, je crois qu'il faut très honnêtement reconnaître d'abord la difficulté de ce sujet. Deuxièmement, reconnaître que nous sommes confrontés à des choix en matière éducative qui ne sont pas contournables. On ne peut pas différer davantage la réflexion sur le contenu éducatif, les résultats à partir de la politique d'enseignement que nous menons dans notre pays, qui ne sont pas à la hauteur des efforts qui sont faits par les uns et par les autres, et qui sont des efforts de qualité en ce qui concerne les enseignants, et je ne doute pas de la bonne volonté des élèves. Mais enfin, les résultats ne sont pas tout à fait au rendez-vous de ce que l'on pourrait espérer, et en tout cas certainement pas à la hauteur de l'investissement financier qui est fait par la collectivité. Donc, l'adéquation entre le nombre de professeurs, l'importance du corps enseignant par rapport à la politique scolaire que l'on veut mener, mérite effectivement d'être mis sur la table. Moi, je l'avais dit comme Premier ministre, je pense qu'il est plus facile de faire des choix budgétaires et en particulier des choix sur les effectifs en documentant ces choix. Et c'est pour cela que j'avais, avec Jean-François Copé, lancé une politique d'audit. C'est-à-dire véritablement, non pas une politique à travers des réunions de responsables de cabinet, mais une politique qui était faite sur le terrain pour savoir comment on pouvait essayer de faire mieux dans les meilleures conditions. Donc je pense que la question qui est posée est une bonne question. Je pense que le choix du gouvernement aujourd'hui apparaît par trop guidé par un souci comptable. Chaque fois que vous dites « je veux réduire le nombre d'enseignants parce que ça coûte trop cher », vous êtes sûr de ne pas être compris. Il vaudrait mieux réformer la politique scolaire en disant, voilà, nous voulons améliorer l'enseignement, nous pensons qu'il y a un certain nombre d'erreurs que nous avons faites au fil des années, nous tirons un certain nombre de leçons d'erreurs pédagogiques ou d'erreurs dans le contenu des programmes, et nous allons modifier de ce point de vue la façon de gérer les effectifs et le nombre de membres enseignants. Je pense que cette présentation, qui est un petit peu plus longue, est certainement mieux comprise et plus susceptible de porter des résultats. Mais ça pose le problème du phasage de la réforme. Je pense que l'un des inconvénients d'avoir fait toutes les réformes en même temps, 55 réformes sur la table, c'est qu'une fois de plus, vous additionnez les sujets de mécontentement et les mécontents, sans pour autant être capable de montrer et de donner des signes, de preuves de ce que la politique que vous menez peut rapporter. Et je pense que sur les aspects les plus polémiques, les plus difficiles, eh bien, il vaut mieux attendre de crédibiliser par des résultats. Et je pense en particulier qu'il vaut mieux attendre de crédibiliser par une capacité de partenariat avec les enseignants, ça veut dire améliorer considérablement la fonction enseignante, en échange d'une modification du fonctionnement de l'enseignement, et donc éventuellement d'une réduction des effectifs, mais ça veut dire d'être capable de leur faire miroiter un autre statut social, d'autres conditions de travail, qui maximisera leur efficacité et maximisera leur capacité à bien enseigner dans les écoles. Vous ne pouvez pas faire ça dans des périodes de vache maigre. Donc je crois qu'il y a des réformes pour temps de crise, il y a des réformes pour temps d'abondance, et je pense que cette réforme aurait été mieux comprise dans une autre période que la période actuelle. Aujourd'hui, vous ajoutez à la flagellation le sentiment de frustration et d'incompréhension, voire d'humiliation de certaines catégories. Je pense que ces réformes ne sont pas faites dans le meilleur contexte possible, et c'est là où il faut, et c'est tout l'art de la politique, choisir ce qui peut être bien compris à un moment donné, bien expliqué à un moment donné, bien digéré à un moment donné, ce qui peut faire consensus,
le plus consensus possible, même s'il y a toujours des réformes qu'il faut porter, des réformes qu'il faut courageusement faire passer, et puis remettre à d'autres périodes, en préparant les esprits, en multipliant les rencontres, parce qu'elles sont d'abord très impopulaires, parce qu'elles demandent du temps, et puis parce qu'elles demandent d'être négociées avec un juste retour vis-à-vis des enseignants qui ont le sentiment d'être montrés du doigt et stigmatisés, et dont il est vrai qu'ils n'ont pas dans la société française la place qu'ils méritent. D'une manière générale, je trouve que les fonctionnaires ont fait l'objet, et c'est sans doute l'inconvénient d'une présentation d'une politique libérale tous azimuts, ont fait l'objet de stigmatisation qui n'est pas à la mesure de ce qu'ils apportent et de ce qu'ils sont en droit d'attendre de la société. Alors je ne dis pas ça parce que je suis moi-même haut fonctionnaire, mais tout simplement parce que je pense que la France est riche d'un État, que la France doit beaucoup à son État, que cet État serait sans doute le premier à vouloir contribuer à la modernité, à s'associer à un processus moderne, s'il voyait un peu plus clairement sa place et s'il comprenait un peu plus clairement le rôle qui devrait être le sien dans la France du XXIe siècle. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas le sentiment d'un agenda partagé montre et justifie aujourd'hui un certain nombre de réticences et d'incompréhensions qui sont payées comptant dans la rue, même si je fais la part évidemment de tous ceux qui font profession de manifester et pas toujours de façon utile. Merci, Monsieur Dominique de Villepin. C'est moi qui vous remercie et qui suis heureux de voir une jeunesse au rendez-vous. Et si j'avais un dernier message, c'est bien celui de ne jamais hésiter à aller vers le monde. Je pense qu'on ne se sent jamais autant français, on n'est jamais autant fier d'être français que quand on va vers le monde avec, bien sûr, l'idée de servir une certaine idée de la France dans le monde, mais vous avez toutes les capacités pour gagner. N'hésitez pas à sauter à l'eau, n'hésitez pas à prendre un billet pas cher pour n'importe quelle destination. Vous apprendrez beaucoup, vous reviendrez plus fort, plus riche, et en tout cas plus riche d'idées et d'expériences. Je crois qu'il est impératif de casser très tôt la coquille qui vous permet de voler de vos propres ailes et de goûter aux joies du monde. Merci. Oui, juste, il y a un cocktail qui est organisé au bar des étudiants.